Ma sœur a posté une photo de mes valises prêtes sur Instagram pour que tout Atlanta puisse la voir. La légende disait, la sangsue de 31 ans est enfin partie, et je ne cuisine plus pour ma sœur au chômage. En moins d'une heure, elle avait plus de 1400 likes. Ma propre famille a ri en me jetant dehors sous un orage, en me tendant un billet de $100 froissé comme à une mendiante. J'ai simplement souri comme sur la publication et je suis sorti sous la pluie. Ils n'avaient absolument aucune idée qu'ils venaient d'expulser la femme qui possédait secrètement le toit au-dessus de leur tête. Avant de continuer cette histoire, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. Appuyez sur j'aime et abonnez-vous si vous avez déjà dû tenir tête à votre famille qui sous-estimait votre valeur. Le bruit sec de la fermeture éclair de ma valise a résonné dans le grand couloir de notre domaine familial à Buckhead. J'ai rangé les derniers chemisiers en soie avec une précision calme qui semblait exaspérer les personnes debout derrière moi. Aliyah. Ma sœur de 28 ans s'appuyait contre le cadre de la porte en acajou, tenant son téléphone haut dans les airs. Elle a rejeté la tête en arrière et a ri d'un son brillant et artificiel qu'elle réservait au dîner du country club et aux vidéos sur les réseaux sociaux. Écoutez ça, a-t-elle annoncé en faisant défiler son doigt manucuré sur son écran lumineux. Tante Brenda vient juste de commenter, tu te souviens quand Sienna a pleuré à 22 ans parce que KFC a rejeté sa candidature et qu'elle est toujours au chômage. Quelle tragédie absolue. Aliyah a gloussé en s'appuyant sur l'épaule de son mari, Connor. Connor, un courtier en finance de 30 ans aux cheveux parfaitement coiffés et au sourire arrogant, a passé son bras autour de sa taille et a ricané. Franchement, a dit Connor, sa voix dégoulinant de cette condescendance familière qu'il dirigeait toujours vers moi. Vos parents auraient dû commencer à lui faire payer un loyer il y a 5 ans. Je n'arrive pas à croire que vous l'ayez tous laissé vivre en parasite dans ce manoir pendant que le reste d'entre nous construit réellement de la richesse et contribue à la société. C'est épuisant de devoir soutenir quelqu'un qui n'apporte absolument rien à la table. J'ai fermé ma valise et je me suis levé, lissant le devant de mon pantalon sur mesure. Je n'ai pas élevé la voix ni défendu contre l'homme blanc qui me faisait la leçon sur la richesse dans ma propre maison d'enfance. J'ai simplement tourné pour faire face à mon père Harrison, qui se tenait au bas du grand escalier, les bras croisés sur la poitrine. Il portait sa tenue de golf, rayonnant de l'autorité autosatisfaite d'un cadre bancaire à la retraite qui se souciait plus de sa réputation au country club que de sa fille aînée. Harrison a monté les dernières marches restantes et s'est arrêté à quelques centimètres de mon visage. Il a plongé la main dans sa poche, en a sorti un billet de $100 froissé et l'a jeté sur ma poitrine. Le papier a voltigé pathétiquement jusqu'au sol en bois dur. Prends un taxi, a-t-il ricané, sa voix résonnant sous le plafond voûté. Depuis le jour où tu es restée assise dans la cuisine en sanglotant parce que tu avais échoué à ce test de gestion de fast-food il y a 9 ans, je savais que tu ne porterais jamais l'héritage de cette famille. Tu es une tache sur notre nom, Sienna. Une femme sans ambition, sans carrière et sans classe. Tu embarrasses ta mère et moi chaque fois que nous devons expliquer pourquoi notre fille aînée vit encore dans sa chambre d'enfance. Ne nous appelle pas quand tu n'auras plus d'argent. Ma mère, Valérie, se tenait juste derrière lui, serrant son collier de perles et hochant la tête en signe d'approbation. Elle m'a regardé, non pas avec l'amour d'une mère, mais avec une pure gêne sociale. Tu dois apprendre comment fonctionne le vrai monde, Sienna, a-t-elle dit froidement. Aliyah et Connor ont une belle vie parce qu'ils travaillent dur. Tu ne peux pas simplement t'attendre à ce que nous portions ton poids mort pour toujours. J'ai baissé les yeux sur le billet de $100 près de mes talons de designer. J'ai pensé à l'ironie de leurs accusations. Ils me faisaient la leçon sur le travail acharné et le parasitisme tout en étant complètement aveugles à la réalité de leur propre survie financière. Ils adoraient afficher l'excellence noire pour leurs amis d'église et les galas de société, en prétendant que leur richesse était infinie et inébranlable. Je n'ai versé aucune larme. Je n'ai pas crié, supplié ou essayé de justifier mon existence auprès de personnes déterminées à me mal comprendre. Au lieu de cela, j'ai plongé la main dans ma poche et sorti mon téléphone. J'ai ouvert Instagram et navigué directement vers la page publique d'Aliyah. J'ai regardé les chiffres d'engagement grimper sur la photo de mes bagages. 1467 likes. J'ai tapé sur l'écran et j'ai aimé la publication moi-même. J'ai fait défiler jusqu'aux commentaires méchants de tante Brenda sur mes échecs passés et je l'ai aimé aussi. J'ai même trouvé un commentaire de mon ex-petit ami très disant qu'il avait esquivé une balle et je me suis assuré d'aimer son ajout misérable à la pile. Puis j'ai glissé mon téléphone dans ma poche et j'ai pris la poignée de ma valise. J'ai marché devant mon père, ignorant son argent froissé sur le sol.
Je me suis arrêté directement devant Connor, égalant son regard arrogant avec un calme glacial absolu. Continue de profiter de cette maison, Connor, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Profite-en aussi longtemps que tu le pourras. Connor a ricané en levant les yeux au ciel, mais un éclair de confusion a traversé son visage. Je n'ai pas attendu sa réponse. J'ai tourné le dos à eux tous et je suis sorti par les lourdes portes en chêne dans la pluie torrentielle. L'orage fouettait le pavé, trempant instantanément mes vêtements, mais l'eau froide ressemblait à un baptême. Bonne chance au refuge pour sans-abri, a crié Alia depuis la sécurité sèche du porche, sa voix portant par-dessus le tonnerre. J'ai continué à marcher le long de la longue allée circulaire, la tête haute. Juste au moment où son rire cruel a retenti à nouveau, des phares jumeaux ont percé les lourds rideaux de pluie, traversant l'obscurité de l'orage, attendant mon arrivée. À travers le déluge torrentiel, une élégante Mercedes Maybach noire sur mesure a glissé silencieusement sur l'allée sinueuse du domaine. Les pneus ont sifflé contre le pavé mouillé, s'arrêtant doucement juste au bord des marches du porche où la pluie rencontrait le marbre. Le luxe imposant du véhicule a complètement éclipsé la berline de luxe préférée de mon père garée à proximité. Je pouvais sentir le changement soudain d'atmosphère derrière moi. Le rire cruel qui résonnait depuis l'entrée s'est brusquement arrêté. J'ai légèrement tourné la tête pour voir les expressions sur leur visage. Mon père Harrison est resté figé, la bouche légèrement ouverte, sa posture d'autorité absolue se brisant en temps réel. Alia a baissé son téléphone, les yeux écarquillés par le choc, essayant de comprendre ce qu'elle regardait. Connor, qui quelques instants plus tôt ricanait sur ma supposée pauvreté, a avancé hors de l'ombre de l'entrée, fixant le véhicule avec un mélange de confusion et d'envie nue. Les portes de la maison sont restées ouvertes. Mais le silence absolu de ma famille était assourdissant par-dessus le bruit de la pluie. La portière du conducteur de la Maybach s'est ouverte et un homme vêtu d'un costume gris anthracite sur mesure impeccable est sorti sous l'orage. Il s'est déplacé avec une précision militaire nette, totalement indifférent au temps sévère. Il a ouvert un grand parapluie noir et a marché rapidement autour de l'avant du véhicule de luxe, s'arrêtant directement devant moi. Il a complètement ignoré le public stupéfait debout sur le porche au-dessus de nous, me protégeant entièrement de la pluie glaciale avec le parapluie. L'eau coulait des bords de la canopée, créant un espace privé et calme entre nous, tandis que ma famille regardait dans une incrédulité absolue depuis le porche sec, incapable de traiter la scène qui se déroulait dans leur propre allée. Le chauffeur a tendu la main gantée et a pris ma lourde valise, la glissant sans effort dans le vaste coffre de la Maybach. Il s'est ensuite avancé vers la portière arrière côté passager et l'a ouverte, révélant l'intérieur en cuir crème immaculé, illuminé par l'éclairage ambiant doux de la cabine. « Bonsoir, patronne », a-t-il dit, sa voix claire et professionnelle, portant facilement par-dessus le bruit de l'orage. « Les acquisitions que vous avez demandées ont été finalisées, et le conseil attend votre arrivée aux Pentouses. » J'ai hoché la tête vers lui, sentant le poids immense des 3 dernières décennies enfin se laver sous la pluie. Je me suis retourné une dernière fois pour faire face aux personnes qui venaient de me jeter comme des ordures. Mon père a fait un pas chancelant en avant sous la pluie, ses chaussures de golf se trempant, ses yeux passant frénétiquement entre moi et le chauffeur en uniforme. « Si » a-t-il bégayé, sa voix dépouillée de tout son pouvoir arrogant précédent. « Qu'est-ce que c'est ? À qui est cette voiture ?» Je ne lui ai pas répondu. J'ai simplement baissé les yeux sur l'allée. Le billet de $100 froissé qu'il avait jeté sur ma poitrine avait été emporté par le vent jusqu'aux marches et flottait maintenant pathétiquement dans une flaque boueuse près de mes pieds. L'encre se diluait dans l'eau sale, une représentation parfaite de son amour conditionnel creux. J'ai marché directement dessus sans un second regard. Je me suis glissé sur la banquette arrière luxueuse de la Maybach, m'installant dans le cuir doux tandis que les sièges chauffants commençaient immédiatement à chasser le froid de l'orage. Le chauffeur a fermé la lourde portière avec un bruit sourd solide, coupant les sons de la pluie et les voix paniquées et confuses de ma famille. À travers la vitre teintée striée de pluie, j'ai regardé Connor se précipiter au bord du porche, le visage pâle, son arrogance de broker en finance se dissolvant complètement en une expression de pure perplexité. Il a attrapé le bras d'Alia, pointant la plaque d'immatriculation de la voiture, essayant de comprendre comment la belle-sœur qu'il venait de moquer pour être au chômage partait dans un véhicule valant plus que son salaire annuel entier. Ma mère, Valérie, serrait sa poitrine, fixant la voiture qui s'éloignait comme si elle venait de voir un fantôme. Le moteur a ronronné doucement, incroyablement silencieux, mais indéniablement puissant. Alors que la Maybach s'éloignait lentement du trottoir et descendait la longue allée, laissant ma famille toxique debout sur le porche sous la pluie glaciale,
je n'ai plus regardé en arrière. Ils avaient fait leur choix, et je faisais enfin le mien. À l'intérieur du sanctuaire calme de la voiture, la cloison d'intimité insonorisée s'est levée doucement, me séparant du chauffeur. L'éclairage ambiant est passé à un bleu apaisant, et j'ai laissé échapper un long soupir, libérant les derniers vestiges de la fille qui avait pleuré sur un rejet de fast-food il y a 9 ans. J'ai plongé la main dans la console centrale et sorti ma tablette sécurisée et cryptée. L'écran a illuminé mon visage, affichant un tableau de bord complexe des marchés financiers mondiaux, des portefeuilles immobiliers et des acquisitions d'entreprises. Je n'étais pas un échec au chômage se cachant dans sa chambre d'enfance. J'étais la fondatrice anonyme et directrice générale d'Apex Holdings, une société de capital investissement impitoyable et hautement réussie connue pour reprendre agressivement des entreprises en difficulté et des biens immobiliers de luxe en détresse à travers le pays. J'avais passé les dernières années à construire un empire financier massif entièrement sous le radar pendant que je laissais ma famille croire que je ne faisais rien de ma vie. Le voyant de notification sur la tablette a commencé à clignoter et la ligne sécurisée a retenti dans le système audio de la voiture. J'ai appuyé sur l'écran pour accepter l'appel. La voix de mon avocat principal a rempli la cabine calme, semblant incroyablement satisfaite. « Bonsoir, mademoiselle Williams », a dit mon avocat respectueusement. « Je vous appelle pour confirmer que nous avons réussi à acquérir les portefeuilles de dette que vous avez demandés cet après-midi. Les documents sont entièrement signés et sécurisés. Nous possédons maintenant complètement les prêts commerciaux de Connor, qui sont actuellement en défaut sévère. Et plus important encore, nous avons également réussi à acheter la deuxième hypothèque secrète que vos parents ont contractée sur leur domaine. Nous détenons toutes les cartes maintenant. Quels sont vos ordres ? Le lendemain matin, le soleil a percé les nuages d'orage, projetant une lueur dorée brillante sur l'immense skyline d'Atlanta. J'étais assise dans le salon vitré du sol au plafond de mon penthouse à Buckhead, serrant plus étroitement une lourde robe en soie autour de mes épaules. Mon téléphone reposait sur l'îlot de cuisine en marbre froid, vibrant continuellement avec un flux infini de notifications. Il ne s'était écoulé que 24 heures depuis que j'avais posté cette photo de mes bagages prêts sous la pluie, mais le premier jour de mon absence s'était déjà transformé en un spectacle public massif pour l'échelon supérieur de la ville. La publication était devenue complètement virale au sein des cercles restreints de l'élite noire d'Atlanta. Les métriques d'engagement explosaient alors que les membres du country club local et les fidèles d'église éminents traitaient ma supposée chute comme un événement sportif de week-end. Mon téléphone a sonné à nouveau et je l'ai pris pour voir un flot de nouveaux messages de mon cousin Marcus, le seul parent qui avait jamais vu au-delà de la façade profondément toxique de mes parents. Marcus me transmettait tranquillement des dizaines de captures d'écran d'un nouveau groupe de chat privé familial qu'Aunt Brenda avait créé tard la nuit dernière. Elle m'avait prévisiblement exclu, mais le titre du chat était clairement visible dans les captures d'écran, la sortie de la sangsue. J'ai fait défiler les images numériques, regardant mes propres parents du sang me retire avec une joie absolue. Aunt Brenda avait lancé avec un long paragraphe agressif sur comment elle avait toujours su que je manquais de l'ambition sophistiquée requise pour être une femme Williams réussie. Elle affirmait que j'étais un exemple pathétique pour les cousins plus jeunes, un triste exemple de ce qui arrive quand on refuse de travailler dur et qu'on attend des aides. Alia a répondu rapidement avec des rangées d'émojis rieurs, se vantant de tout l'espace supplémentaire qu'ils avaient maintenant que mes vêtements bon marché étaient enfin sortis de la chambre d'amis. Connor est intervenu juste après en parlant de comment mon départ allait enfin arrêter de faire baisser l'esthétique de la valeur de leur propriété. J'ai lu leurs blagues cruelles et leur manque de respect flagrant tout en regardant par-dessus la ville tentaculaire que je possédais pratiquement. Il riait bruyamment dans un groupe de chats, complètement inconscient que la femme silencieuse qu'il moquait détenait les clés absolues de toute leur existence financière. J'ai rafraîchi la page Instagram publique d'Alia, regardant la section des commentaires gonflés à plus de 200 réponses. Le volume pur de personnes riches se délectant de ma misère fabriquée était stupéfiant. Mais c'était le commentaire de ma mère Valérie qui capturait vraiment la profondeur massive de leur délire partagé. Épinglé tout en haut du fil pour que tous ses amis d'église riches et ses connaissances des galas de charité le voient, il y avait un paragraphe soigneusement élaboré de pure fiction manipulatrice. Valérie a écrit un long paragraphe profondément passif-agressif de prière sur les fardeaux de l'amour dur et la nécessité de maintenir des normes familiales strictes. Elle a publiquement remercié Dieu de l'avoir bénie avec une fille comme Alia et un gendre comme Connor, louant leur supposé succès financier et leur beau mariage sans faille. Elle a écrit longuement sur combien il était dur pour une mère de regarder sa fille aînée refuser de s'appliquer dans le vrai monde. Mais a déclaré que les réalisations incroyables d'Alia et Connor dans le secteur concurrentiel de la finance étaient les vrais piliers de l'héritage de la famille Williams.
Elle utilisait ouvertement mon humiliation publique pour sauver la face, essayant désespérément de projeter une image incassable d'excellence noire à ses pairs jugeants. Valérie voulait que le monde entier croie qu'elle était une mère sainte et longtemps souffrante qui avait généreusement hébergé un enfant paresseux tout en célébrant constamment sa fille dorée et son gendre blanc hautement réussi. En lisant ces mots creux, j'ai senti un détachement froid et lourd s'installer complètement sur moi. Ma mère priorisait impitoyablement son statut social fragile par rapport à la réalité de ce qui s'était passé dans cette allée glaciale. Elle louait publiquement Connor, un homme qui se moquait activement de sa propre chair et de son sang juste pour maintenir l'illusion absolue de richesse générationnelle et de statut intouchable. Elle était si désespérée de protéger la réputation familiale de toute faille perçue qu'elle m'a jeté au loup de l'opinion publique sans y réfléchir une seconde. Ils avaient tous besoin de croire intensément que j'étais un échec complet parce que cela rendait leur vie profondément fabriquée bien plus impressionnante par comparaison. Ils avaient désespérément besoin de quelqu'un à regarder de haut pour ne jamais avoir à affronter la vérité terrifiante de leur propre réalisation vidée de leurs échecs croissants. J'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai marché lentement vers la machine à expresso sur mesure. L'arôme riche et sombre des grains torréfiés a rempli le penthouse calme et paisible. J'ai versé une tasse fraîche et chaude et l'ai portée jusqu'à ma tablette sécurisée, en affichant les données financières brutes que mon équipe juridique agressive avait compilées pendant la nuit. J'ai siroté l'expresso sombre pendant que mes yeux parcouraient la réalité dure et terrifiante de la vie fortement endettée de Connor. Sa persona flashy de broker en finance, ses voitures de luxe les moins chères et les sacs designer chers qu'il achetait constamment pour Alia étaient tous construits sur une maison de cartes qui s'effondrait rapidement. Son entreprise immobilière commerciale perdait de l'argent quotidiennement, et il avait été en défaut sur ses énormes prêts d'entreprise depuis plusieurs mois. Il se noyait profondément dans les dettes, et Apex Holdings possédait désormais légalement chaque goutte. J'ai tracé mon doigt sur le solde numérique brillant montrant sa faillite imminente et inévitable juste au moment où une nouvelle notification a glissé en haut de l'écran de mon téléphone. Un message direct était apparu et le nom qui y était attaché a fait geler mon café à mi-chemin de mes lèvres. Il venait de Trey, l'ex-petit ami hautement opportuniste qui m'avait largué il y a 5 ans parce qu'il affirmait que j'étais beaucoup trop sans ambition pour son style de vie rapide. J'ai ouvert le message direct, sentant un mélange familier de dégoût et d'amusement me submerger tandis que ces mots durs remplissaient l'écran lumineux. Trey avait toujours été un maître du timing terrible et d'une arrogance complètement imméritée. Son message était prévisiblement brutal, manquant de toute décence humaine de base ou de conscience de soi. Il écrivait qu'il avait vu la publication Instagram d'Alia circuler dans la scène sociale locale et qu'il avait dû me contacter pour se vanter de ma chute publique. Il m'a dit qu'il était incroyablement content d'avoir esquivé une balle massive en me larguant il y a 5 ans quand je pleurais sur ce rejet de fast-food. Il a dit qu'il était profondément embarrassant de voir une femme dans la trentaine se faire jeter de la maison de ses parents comme un chien errant, et qu'il avait toujours su que je manquais de l'ambition fondamentale pour réussir dans le paysage concurrentiel d'Atlanta. Il a continué en m'avertissant explicitement de ne pas revenir en rampant vers lui ou de lui demander un quelconque prêt personnel maintenant que j'étais officiellement sans abri et coupé de la richesse familiale. Il s'est vanté longuement de sa trajectoire actuelle, affirmant que sa vie était sur une voie ascendante agressive que je ne pourrais jamais comprendre. Trey a tapé un long paragraphe arrogant, se vantant qu'il était sur le point de conclure un accord massif qui changerait sa vie. Il a déclaré fièrement que sa nouvelle start-up tech était sur le point d'obtenir 5 millions de dollars de financement providentiel d'une société de capital investissement hautement exclusive. Il a terminé le message en me disant de trouver un appartement bon marché et un emploi au salaire minimum parce que les cercles élites de la ville m'étaient désormais définitivement fermés. Je suis resté assise là dans mon penthouse luxueux, fixant l'audace pure qui irradiait du texte numérique. Trey gonflait la poitrine en essayant de m'humilier tout en se vantant d'une bouée de sauvetage de 5 millions de dollars dont il avait désespérément besoin pour garder sa fragile entreprise à flot. Il me donnait des coups de pied pendant qu'il pensait que j'étais à terre, complètement inconscient de la réalité de la situation. Je n'ai même pas pris la peine de taper une réponse à sa pathétique tentative d'affirmer sa domination. J'ai simplement pris une capture d'écran de son message, l'ai enregistré dans mon dossier sécurisé et j'ai jeté le téléphone sur le canapé moelleux. 1 heure plus tard, mon chauffeur a garé la Maybach devant le gratte-ciel en verre et acier brillant qui abritait le siège mondial d'Apex Holdings. J'ai marché à travers les doubles portes imposantes du hall. Mes talons claquant sèchement contre le sol en marbre italien poli. Le personnel de sécurité et de l'accueil s'est immédiatement redressé, offrant des salutations calmes et respectueuses pendant que je contournais la réception principale et entrais dans mon ascenseur privé dédié. L'ascenseur à grande vitesse a filé jusqu'au 40e étage, s'ouvrant directement dans mon vaste bureau d'angle.
L'espace était une forteresse de pouvoir corporatif moderne avec des fenêtres panoramiques du sol au plafond offrant une vue dominante et majestueuse sur tout le quartier financier. Mon assistante de direction, une femme hautement efficace et impitoyablement organisée nommée Claire, attendait déjà près de mon énorme bureau en acajou. « Bonjour, patronne », a-t-elle dit en me tendant un épais portfolio relié en cuir contenant le briefing quotidien et le planning final pour le trimestre d'investissement à venir. J'ai pris une gorgée du thé vert fraîchement infusé qu'elle avait préparé et j'ai ouvert le portfolio, parcourant les documents financiers complexes avec une vitesse exercée. Claire a pointé un onglet spécifique indiquant une affaire urgente concernant la division de financement providentiel. Elle a expliqué que le comité d'investissement avait hautement recommandé une nouvelle start-up tech prometteuse pour notre dernière initiative de capital risque de 5 millions de dollars, mais ils avaient besoin de ma signature exécutive finale pour approuver le paiement massif et libérer les fonds. J'ai feuilleté jusqu'au profil financier de l'entreprise désespérée suppliant Apex Holdings pour une bouée de sauvetage financière. Mes yeux ont parcouru le résumé exécutif, les métriques d'acquisition d'utilisateurs fortement fabriquées et les projections de revenus artificiellement gonflées avant d'atterrir carrément sur le nom du fondateur et directeur général. C'était la start-up de Trey, exactement le même homme qui m'avait envoyé un message une heure plus tôt pour se vanter de son accord de financement imminent de 5 millions de dollars et moquer ma supposée absence de domicile. Son avenir entier, son entreprise fortement endettée et son ego gonflé dépendaient complètement de la signature de la femme qu'il venait d'appeler une chienne errante sans ambition. Un rire bas et sincère s'est échappé de mes lèvres, résonnant dans l'espace calme et caverneux de mon bureau d'angle. C'était le tournant du destin le plus poétique et absurde imaginable. Claire m'a regardé avec une légère curiosité pendant que je fermais le portfolio en cuir et le glissais à nouveau sur le bureau en acajou lisse. Je n'ai pas tendu la main vers mon stylo plume en or pour signer son approbation de financement. Au lieu de cela, je me suis adossé à mon fauteuil en cuir ergonomique, joignant les doigts pendant qu'un plan brillant et totalement impitoyable se formait dans mon esprit. J'ai levé les yeux vers mon assistante, ma voix fraîche et parfaitement stable. Je lui ai dit de l'approuver, d'avancer jusqu'à l'étape de pitch final absolu, mais de contourner le processus de révision standard du comité. J'ai expliqué que je voulais gérer cette acquisition spécifique personnellement. Claire a hoché la tête, notant les instructions strictes sur sa tablette. Elle a demandé quand elle devait programmer la réunion finale pour qu'il présente au conseil, en supposant que je voulais l'amener au siège social de l'entreprise. J'ai souri, sentant le poids délicieux et lourd du pouvoir que je détenais sur chaque personne qui m'avait jamais fait du tort. Dites à Monsieur Trey que son pitch final au PDG aura lieu ce samedi soir, ai-je instruit doucement. Au gala de lancement de la marque de ma sœur à Buckhead. Le lendemain matin, la réalité du deuxième jour s'est installée. Mais pas pour moi. À des kilomètres de mon Pentouse tranquille, Connor se noyait actuellement dans une mer de sa propre création. Il était assis dans son bureau d'angle trop cher et fortement loué à Midtown, transpirant à travers sa chemise sur mesure de designer. Ses mains tremblaient pendant qu'il agrippait le bord de son bureau en verre, fixant d'un regard vide l'immense skyline étendue qu'il prétendait conquérir. Le haut-parleur posé entre ses mains tremblantes vibrait pratiquement avec les cris frénétiques et paniqués de son comptable principal. L'homme à l'autre bout du fil perdait la tête, expliquant comment le sol s'était complètement effondré sous toute leur opération immobilière commerciale. Connor avait passé les 3 dernières années à jouer le rôle du broker en finance hautement réussi, s'infiltrant dans l'élite noire d'Atlanta en projetant une image de richesse intouchable. Mais tout son portefeuille était construit sur des prêts commerciaux toxiques et un levier massif. Maintenant, la facture arrivait. Le comptable criait qu'une firme fantôme hautement agressive nommée Apex Holdings avait fondu sur eux pendant la nuit et avait racheté chacun des prêts en défaut de Connor auprès des banques régionales. Il ne restructurait pas la dette et n'offrait aucune période de grâce. L'avis légal dans la boîte de réception de Connor était une demande brutale et terrifiante de remboursement immédiat de 4 millions de dollars en liquidité. S'il ne transférait pas les fonds dans la semaine, Apex Holdings saisirait toute son entreprise, ses véhicules de luxe loués et chaque actif personnel qu'il avait lié à l'entreprise. Connor a senti l'air quitter ses poumons. Son monde parfaitement construit de membership au country club et de sorties de golf exclusives s'effondrait violemment. Il a desserré sa cravate en soie, haletant pour respirer pendant que le comptable le suppliait de trouver une solution avant qu'ils ne se retrouvent tous devant un tribunal de faillite fédérale et des enquêtes potentielles pour fraude. Il a passé les mains dans ses cheveux parfaitement coiffés, ruinant le produit cher pendant que la pure panique s'installait. Pendant des années, il m'avait moqué lors des dîners familiaux, agissant comme un génie financier tout en déplaçant secrètement la dette d'une société écran à une autre.
Il avait regardé de haut mon père Harrison tout en saignant simultanément la famille à blanc pour maintenir ses propres illusions pathétiques de grandeur. Maintenant, la main invisible d'Apex Holdings se resserrait autour de sa gorge, étouffant la vie de son faux empire. La demande de 4 millions de dollars n'était pas une négociation. C'était un ordre d'exécution. Connor a abattu son poing sur le bureau en verre, terminant l'appel dans un accès de rage absolument impuissante, sachant qu'il était piégé. Juste au pic de sa spirale terrifiante, la lourde porte en chêne de son bureau s'est ouverte et Alia est entrée complètement inconsciente de l'apocalypse financière qui se produisait autour d'elle. Elle portait un nouveau sac Chanel matelassé de 5 000 $ négligemment sur l'épaule, ses cheveux fraîchement coiffés et son maquillage absolument impeccable. Elle a laissé tomber un sac de shopping sur le canapé en cuir et a soupiré dramatiquement, passant une main sur sa robe en soie chère. Elle a immédiatement commencé à se plaindre de moi en rejouant les événements de l'allée comme si jeter sa propre sœur sous la pluie était un énorme inconvénient pour son emploi du temps quotidien. « Peux-tu croire l'audace de Sienna ?» a-t-elle dit en faisant les 100 pas dans son bureau. Ma mère est toujours bouleversée parce que tante Brenda continue de ramener l'histoire du fast-food dans le groupe de chats et demande si Sienna dort déjà sur un banc de parc. C'est si embarrassant pour notre marque familiale. J'ai dû aller acheter ce sac Chanel juste pour calmer mes nerfs. Connor l'a fixé, les yeux écarquillés d'un mélange de dégoût et de terreur absolue. Alia a continué à parler, inconsciente du rouge qui montait sur son cou. Elle a dit qu'il devait organiser un brunch au champagne somptueux ce week-end avant son gala de lancement de marque juste pour montrer à tout le monde qu'il n'était pas affecté par la sangsue au chômage qui ruinait leur vibe. Connor a finalement craqué. Sa voix a claqué comme un fouet, résonnant sèchement à travers le bureau vitré. « Tais-toi, Alia » a-t-il rugi, abattant ses mains sur le bureau si fort que l'écran a tremblé. « Tais ta bouche une seule seconde. » Alia s'est figée, la mâchoire tombante de choc. Connor ne lui criait jamais comme ça. Il jouait toujours le couple de pouvoir parfait pour Instagram, mais les fissures massives dans leur mariage profondément toxique s'ouvraient soudainement grand. « Nous sommes fauchés, Alia » a-t-il crié, son visage devenant violet pendant qu'il pointait un doigt tremblant vers son nouveau sac de designer. « Nous n'avons pas 5 000 $ pour un sac. Nous n'avons pas d'argent pour un brunch au champagne. Mon entreprise est complètement sous l'eau et une société de capital investissement vient d'appeler une dette de 4 millions de dollars que je ne peux pas payer. Si je ne trouve pas l'argent d'ici ce week-end, ils vont tout liquider, y compris la voiture que tu as conduite ici. » Alia l'a fixé, horrifiée pendant que la réalité de son style de vie luxueux faux commençait à se briser violemment en 1 million de morceaux irréparables. Connor a ignoré ses larmes soudain pathétiques et l'a pratiquement poussée hors de son bureau, verrouillant la lourde porte derrière elle. Il est retourné précipitamment à son bureau, ses mains tremblant violemment pendant qu'il composait le numéro de son courtier corporatif le plus connecté. Au moment où l'homme a répondu, Connor hyperventilait pratiquement dans le combiné. « Écoute-moi » a-t-il supplié, sa voix dépouillée de toute son arrogance habituelle. « Tu dois découvrir qui est le PDG d'Apex Holdings. Je me fiche du coup ou de qui tu dois corrompre. Obtiens-moi juste un nom. Ma femme organise un énorme gala de lancement de marque ce samedi soir à Buckhead. Si nécessaire, je traquerai ce PDG et le supplierai à genoux devant toute la ville. Obtiens-moi juste une réunion. » Connor a raccroché et a fait les 100 pas, rongeant son ongle comme un rat acculé. 20 minutes agonisantes plus tard, son téléphone a vibré. C'était le courtier. Connor l'a attrapé, le cœur battant contre ses côtes, exigeant une réponse. Le courtier a soupiré lourdement dans le téléphone. Le PDG est un fantôme total, Connor. Personne ne connaît son nom, mais leur équipe juridique vient de confirmer quelque chose. Ils assisteront au gala de ta femme ce samedi soir pour finaliser quelques acquisitions. Connor a fermé les yeux, un sourire désespéré et pathétique se glissant sur son visage pendant qu'il pensait qu'il avait en fait une chance de se sauver. Le 3e jour, l'illusion d'excellence noire a commencé à pourrir de l'intérieur. En commençant par ma mère, Valérie. Elle était assise sur la terrasse ensoleillée du country club le plus exclusif d'Atlanta, entourée de 5 de ses amis d'église les plus riches. Valérie portait un costume en lin blanc impeccable, sirotant un mimosa et tenant court au centre de la table. Elle se penchait près des autres femmes, baissant la voix en un murmure théâtral pendant qu'elle assassinait complètement mon caractère pour le divertissement de son cercle social. Valérie leur a tout raconté sur la scène dramatique dans l'allée, exagérant chaque détail pour se faire passer pour une martyre longtemps souffrante qui avait enfin posé une limite avec un enfant paresseux.
Elle a fièrement annoncé qu'elle m'avait jeté sous la pluie parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas permettre à mon manque d'ambition d'empoisonner le pur succès de sa fille dorée Alia et de son brillant gendre Connor. Les autres femmes ont hoché la tête avec sympathie, sirotant leur boisson et louant l'approche d'amour dur de Valérie. Elles lui ont dit qu'elle était incroyablement courageuse de maintenir des normes aussi élevées et de protéger l'héritage de la famille Williams de mes supposés échecs. Valérie a absorbé leur validation comme une éponge, sa poitrine se gonflant d'une fierté absolue. Elle s'est vantée longuement de l'empire financier massif de Connor et du gala de lancement de marque imminent d'Alia, promettant aux femmes que ce serait l'événement social de l'année. Quand le serveur s'est approché de la table avec le dossier en cuir pour l'addition du déjeuner de $400, Valérie a agité la main avec dédain et a offert de couvrir toute la table. C'était un mouvement de pouvoir classique conçu pour solidifier son statut de matriarche riche et généreuse. Elle a sorti sa carte de crédit platine de son sac de designer et l'a tendue au serveur avec un sourire arrogant exercé. Le serveur a légèrement baissé la tête et s'est éloigné vers la caisse pendant que Valérie continuait à se vanter des véhicules de luxe que Connor venait d'acheter. Quelques minutes plus tard, le serveur est revenu, mais sa posture était rigide et son visage serré par un malaise poli. Il s'est penché près de l'oreille de Valérie, parlant doucement pour que les autres femmes n'entendent pas, mais ses mots ont traversé sa vanité comme un couteau. « Je suis vraiment désolé, Madame Williams », a murmuré le serveur d'un ton d'excuse. « Mais votre carte a été refusée. » Le sourire de Valérie s'est figé instantanément sur son visage. Elle a laissé échapper un rire forcé et nerveux, affirmant que c'était juste une erreur bancaire stupide ou un gel de sécurité dû à ses dons de charité étendus. Elle a rapidement fouillé dans son sac et lui a tendu une deuxième carte, ses mains tremblant légèrement pendant que les autres femmes faisaient semblant de ne pas remarquer le retard gênant. Le serveur est revenu 2 minutes plus tard, secouant la tête avec un regard de pitié sincère. « Je m'excuse à nouveau, madame, mais cette carte a également été refusée pour fonds insuffisants. » Valérie a senti le sang se vider complètement de son visage pendant que le poids suffocant de l'humiliation publique s'abattait sur ses épaules. Elle a réussi à rassembler assez d'argent liquide du fond de son sac pour couvrir sa part de l'addition, forçant ses amis confus à partager le reste de la note. Elle a pratiquement couru hors du country club, le visage brûlant de honte profonde pendant qu'elle se retirait dans l'intimité de sa voiture. Ses mains tremblaient violemment pendant qu'elle verrouillait les portières et composait immédiatement le numéro de mon père Harrison. Au moment où il a répondu, elle a éclaté en un murmure frénétique et paniqué, exigeant de savoir pourquoi ses 2 comptes principaux étaient complètement gelés. Harrison semblait épuisé, sa voix lourde d'une réalité sombre et terrifiante. Il se cachait de toute la communauté depuis des années. Valérie criait dans le téléphone sur l'embarras profond qu'elle venait de subir devant les anciens de l'église, mais Harrison l'a coupé avec un ton dur et désespéré. « La banque a tout gelé, Valérie. » Il a admis, sa voix craquant sous la pression immense. « Ils appellent les dettes parce que nous avons manqué les 3 derniers paiements de la maison. » Valérie a haleté, serrant le volant en cuir pendant que le mensonge massif qu'il vivait les rattrapait enfin. Il y a 3 ans, quand la toute première aventure immobilière commerciale de Connor s'est calmement effondrée et a fait face à une faillite totale, Harrison et Valérie avaient fait un choix désastreux. Ils étaient si obsédés par le maintien de l'image impeccable de leur gendre blanc réussi et de leur fille dorée qu'ils avaient secrètement contracté une 2e hypothèque massive sur le domaine ancestral Williams. Ils avaient complètement mis en gage le manoir générationnel, prenant des centaines de milliers de dollars pour renflouer tranquillement Connor et cacher son échec massif à l'élite d'Atlanta. Ils avaient risqué le toit au-dessus de leur propre tête juste pour maintenir l'apparence artificielle de richesse intouchable, en supposant toujours que Connor finirait par réussir et les rembourserait. Mais Connor ne les a jamais remboursés. Au lieu de cela, il s'est enfoncé plus profondément dans les dettes, empruntant plus d'argent pour louer des voitures de luxe et acheter des cadeaux chers à Alia pour maintenir la mascarade. Harrison et Valérie se noyaient tranquillement depuis des mois, vidant leur compte de retraite juste pour effectuer les paiements mensuels minimaux sur la massive hypothèque secrète. Ils m'avaient jeté sous la pluie pour être fauchés, pendant qu'ils suffoquaient littéralement sous une montagne de dettes cachées causées par l'homme même qu'ils louaient constamment. Harrison se tenait dans le grand foyer du manoir étendu, fixant d'un regard vide une épaisse enveloppe manille que le facteur venait de livrer et qui nécessitait sa signature directe. Le logo imprimé dans le coin supérieur du papier lourd appartenait à une société de capital investissement dont il n'avait jamais entendu parler avant aujourd'hui. Apex Holdings. Il a dit à Valérie d'arrêter de pleurer et de l'écouter pendant qu'il ouvrait le seau avec des doigts tremblants. Ses yeux ont parcouru le jargon juridique dur imprimé sur le papier blanc craquant, et son cœur s'est complètement arrêté dans sa poitrine. Ce n'était pas un avertissement de leur banque habituelle.
La banque locale avait vendu leur hypothèque profondément en défaut à une firme fantôme agressive. Harrison a lu le document et a senti ses genoux faiblir pendant qu'il relayait la nouvelle terrifiante à sa femme hystérique. « Valérie, nous n'avons pas le temps de nous inquiéter des déjeuners au country club », a dit Harrison, sa voix tombant à un murmure creux et terrifié qui résonnait dans le manoir vide. Apex Holdings vient de nous envoyer un avis formel de défaut. Si nous ne payons pas 150 000 $ d'ici lundi prochain, ils saisissent la maison. Le 4e jour, l'anticipation pour le gala de lancement de Marc avait atteint un pic de fièvre au sein de la scène sociale locale. Tante Brenda, qui avait toujours agi comme la responsable des relations publiques non officielles de la famille Williams, a décidé de porter la campagne d'humiliation publique à un niveau complètement nouveau. Elle était assise dans son salon richement décoré, faisant défiler agressivement ses flux de réseaux sociaux, cherchant une autre opportunité d'élever Alia tout en piétinant ma réputation inexistante. Brenda a élaboré une publication de compte à rebours hautement produite pour le gala avec des graphiques scintillants et a tagué presque tous les membres éminents de l'élite noire d'Atlanta. Elle s'est assurée de taguer mon compte inactif bien en évidence au centre de la publication afin que quiconque voyant l'invitation numérique pense immédiatement à la sœur au chômage disgraciée qui était supposément en train de dormir sur un banc de parc. La légende qu'elle a tapée dégoulinait de sa marque signature d'arrogance toxique et autosatisfaite. Elle a écrit un long paragraphe louant Alia et Connor pour leur succès financier massif, affirmant qu'ils étaient le sommet absolu de la richesse jeune et de la prospérité générationnelle. Puis elle a lâché l'insulte finale, un avertissement direct ciblé visant carrément moi. Brenda a tapé les mots « rappel », dans cette famille nous célébrons les gagnants et les vrais visionnaires. Les perdants peuvent regarder les festivités glamour depuis le trottoir humide où ils appartiennent. Elle a appuyé sur publier et a immédiatement envoyé une capture d'écran de son chef-d'œuvre cruel directement dans le groupe de chat privé familial, exigeant des louanges de Valérie et Harrison pour avoir défendu l'honneur familial. La notification est apparue sur l'écran de mon téléphone sécurisé. Une tentative pathétique et désespérée d'attirer une réaction de la femme qu'ils croyaient tous complètement brisée et vaincue. Brenda avait passé toute sa vie adulte à écrire les cocktails de la supposée richesse de mes parents. Et maintenant elle se moquait impitoyablement de la personne même qui détenait secrètement l'acte du toit au-dessus de sa propre tête. Elle n'avait aucune idée de la tempête massive qui se rassemblait juste au-delà de son horizon immaculé. Je ne me suis pas engagé avec la notification. J'ai simplement balayé avec un geste calme et dédaigneux de mon doigt, totalement indifférente au bourdonnement pathétique d'un insecte mourant. Je me tenais parfaitement immobile au centre d'une cabine d'essayage privée lourdement miroitée située dans la boutique la plus exclusive de la ville. L'éclairage ambiant d'où mettait en valeur la texture riche et impeccable du vêtement que je portais actuellement. Je ne faisais pas du shopping pour des vêtements discount ou en suppliant pour des aides. Je me faisais ajuster méticuleusement pour un costume Tom Ford sur mesure rouge sang. Le maître tailleur, un gentleman plus âgé avec des décennies d'expérience à habiller l'élite mondiale, était agenouillé sur le tapis moelleux, épinglant soigneusement l'ourlet des pantalons cramoisis vibrants. La couleur du costume était intentionnelle, une nuance audacieuse, agressive et totalement dominante de rouge profond qui exigeait une soumission absolue de quiconque dans la pièce. C'était la couleur d'un prédateur prêt à frapper. Les épaules structurées de la veste coupaient une silhouette nette et intimidante, contrastant parfaitement avec le chemisier en soie blanche immaculé en dessous. Le tailleur travaillait dans un silence révérencieux, ajustant le tissu hautement structuré pour s'adapter à ma silhouette avec une perfection terrifiante absolue. Pendant qu'il lissait le revers de la veste chère, j'ai regardé mon reflet dans les miroirs trifaces. La femme qui me fixait en retour était une force de la nature impitoyable, un titan corporatif hautement calculé qui avait construit un empire à partir des cendres du rejet constant de sa famille. J'ai ajusté les boutons de manchette en or sur mes manches, sentant le poids lourd et solide de mon propre succès autodidacte. Alia et Connor transpiraient probablement sur leur carte de crédit maxé, essayant de louer des tenues de designer pour maintenir leur façade fragile. Pendant que je dépensais des milliers de dollars pour un costume sur mesure simplement pour le porter comme mon armure pour leur exécution financière. Le tailleur s'est reculé, hochant la tête avec une satisfaction profonde, pendant que le tissu rouge s'endrapait impeccablement sur mon corps. Il a murmuré un compliment discret sur comment la couleur agressive convenait parfaitement à mon énergie féroce. Je l'ai remercié, tendant à son assistante une carte noire exclusive pour couvrir le coût exorbitant sans même jeter un regard sur la facture finale. Le costume n'était pas seulement des vêtements. C'était une manifestation physique de la ruine absolue que j'étais sur le point d'abattre sur les personnes qui avaient moqué mon existence. Juste au moment où le tailleur finissait d'emballer le vêtement immaculé dans une lourde housse de protection,
les lourds rideaux de velours de la cabine d'essayage privée se sont écartés. Mon avocat corporatif principal est entré flanqué d'un détail de sécurité silencieux portant une mallette en cuir élégante. Il s'est approché de moi avec une expression sombre et profondément respectueuse, reconnaissant la gravité absolue du moment. Il a ouvert la mallette et a placé 2 documents juridiques craquants sur la table en verre au centre de la pièce. L'un était le mandat de saisie d'actifs formels pour l'entreprise immobilière commerciale complètement en faillite de Connor. L'autre était l'avis d'expulsion finale pour le domaine ancestral lourdement hypothéqué de mes parents. J'ai plongé la main dans la poche intérieure de mon sac et récupéré un lourd stylo plume en or. Le métal froid a semblé parfait contre ma peau pendant que je le décapuchonnais doucement. Je me suis penché sur la table en verre et j'ai signé mon nom avec des traits audacieux et amples, finalisant légalement la destruction absolue de leur faux empire. L'avocat a rassemblé les documents signés, glissant soigneusement les documents dévastateurs dans sa mallette en cuir. Il a levé les yeux vers moi, ajustant ses lunettes avec un comportement strictement professionnel. Il a demandé calmement s'il devait faire livrer l'avis d'expulsion et le mandat de saisie d'actifs par les huissiers locaux aujourd'hui, prêt à exécuter les ordres légaux immédiatement. J'ai regardé mon reflet une dernière fois, ajustant le col de ma chemise pendant qu'un sourire lent et glacial se répandait sur mon visage. Non, lui ai-je dit, ma voix tombant à un murmure doux et dangereux qui résonnait légèrement dans la pièce miroitée. Livrez-les-moi personnellement. Je serai le facteur demain soir. Je veux regarder directement dans leurs yeux quand ils réaliseront que la sœur au chômage qu'ils ont jetée sous la pluie est exactement la même personne qui détient les clés absolues de leur ruine totale. L'avocat a hoché lentement la tête, une expression de profonde compréhension traversant son visage pendant qu'il me tendait les enveloppes scellées directement dans mes mains en attente. Le lendemain matin, Trey est sorti d'une berline de luxe louée, une tentative désespérée de jouer le rôle d'un entrepreneur réussi, même si les paiements vidaient son dernier compte bancaire restant. Il a rejeté la tête en arrière pour fixer la façade en verre imposante du gratte-ciel d'Apex Holdings. Il a ajusté les revers de son costume sur mesure, un vêtement qu'il avait maxé sur 2 cartes de crédit différentes juste pour cette réunion spécifique. Son cœur battait avec le genre d'anticipation frénétique et avide qui ne vient que d'un homme désespéré qui croit qu'il est sur le point de devenir incroyablement riche. Il a marché à travers les portes coulissantes en verre du grand hall en portant une mallette en cuir élégante contenant les projections financières fortement fabriquées pour sa start-up tech en faillite. Trey a marmonné son pitch sous son souffle pendant qu'il traversait le sol en marbre poli, affichant un sourire arrogant aux agents de sécurité qui le dirigeaient silencieusement vers l'ascenseur exécutif privé. Il a pris l'ascenseur à grande vitesse jusqu'au 40e étage, regardant la ville d'Atlanta rapetisser sous lui, sentant un rush absolu de supériorité imméritée. Il allait enfin s'asseoir en face du mystérieux milliardaire PDG d'Apex Holdings et obtenir les 5 millions de dollars de financement providentiel qui le catapultaient dans les cercles élites de la ville. Quand les portes de l'ascenseur se sont ouvertes doucement, Trey est sorti dans la zone de réception moderne immaculée, s'attendant à un tapis rouge de bienvenue. Au lieu de cela, il a rencontré le regard froid et calculateur de l'assistante de direction de Sienna, Claire. Elle était assise derrière un énorme bureau courbé, rayonnant du genre d'autorité corporative intense qui a immédiatement fait vaciller le sourire arrogant de Trey. Il s'est approché de son bureau, s'éclaircissant la gorge pour annoncer son arrivée. Mais Claire n'a même pas levé les yeux de son moniteur. Elle a simplement levé un doigt parfaitement manucuré, le forçant à rester là dans un silence gênant pendant 2 longues et agonisantes minutes. Trey a déplacé son poids nerveusement, ses paumes moites laissant des marques humides sur la poignée de sa mallette chère. Il avait l'habitude de charmer son chemin à travers les réunions d'affaires, mais l'atmosphère glaciale de l'étage exécutif d'Apex était entièrement immunisée contre son charisme faux. Elle l'a laissé transpirer un autre moment, laissant le lourd silence de la pièce peser sur son ego fragile avant de décider enfin de s'adresser à lui. Claire a lentement tourné son attention vers lui, son expression complètement dépourvue de toute chaleur ou bienvenue. Claire a joint les mains sur le bureau et a regardé Trey de haut en bas, prenant en compte son costume cher et sa posture désespérée et impatiente. Elle savait exactement qui il était et exactement combien de plaisir sa patronne allait prendre à le détruire. « Monsieur Trey » a-t-elle commencé, sa voix douce et strictement professionnelle. « Je suis l'assistante de direction du directeur général, et vous êtes ici pour l'examen final de votre demande de financement de 5 millions de dollars. » Trey a hoché la tête avec enthousiasme, avançant et posant sa mallette sur son bureau, prêt à lancer le pitch qu'il avait mémorisé toute la nuit. Il a ouvert la bouche pour parler, mais Claire a levé la main à nouveau, l'arrêtant net. « Le PDG a déjà examiné vos chiffres, monsieur Trey » a-t-elle dit platement. « Chaque métrique,
chaque projection d'acquisition d'utilisateurs et chaque prévision de revenus que vous avez soumise a été minutieusement analysée par notre équipe d'acquisition interne. Trey a avalé difficilement, un éclair soudain de panique le frappant pendant qu'il pensait aux données manifestement manipulées cachées dans son portfolio. Il a essayé de forcer un rire confiant, lui assurant que sa start-up était sur le point de révolutionner l'industrie tech. Claire n'a pas souri. Elle s'est légèrement penchée en avant, ses yeux se verrouillant sur les siens avec une intensité terrifiante. Le PDG est une personne hautement privée qui exige une honnêteté absolue par-dessus tout, Monsieur Trey, et ils ont pris un intérêt personnel très spécifique dans votre entreprise et votre trajectoire. En raison de la nature unique de cet investissement particulier, le PDG a décidé de contourner la présentation standard en salle de conseil. La panique de Trey s'est instantanément dissoute en une arrogance aveuglante. Il a supposé que ces chiffres fabriqués étaient si impressionnants qu'il recevait un traitement spécial d'un milliardaire. Claire a sorti une lourde enveloppe en carton de son tiroir et l'a glissée sur le bureau vers lui. Le PDG vous donnera le verdict final et signera l'accord de financement demain soir, a-t-elle instruit doucement. Ils ont arrangé de vous rencontrer au gala de lancement de la marque Buckhead organisé par Alia Williams où vous délivrerez votre pitch final directement au PDG. Trey a saisi l'enveloppe, ses mains tremblant de pure avidité non filtrée, complètement inconscient du piège massif qui venait de se refermer autour de ses chevilles. Trey a pratiquement sprinté hors du bâtiment d'Apex Holdings, son ego gonflé à des proportions astronomiques. Il a sorti son téléphone au moment où il a posé le pied sur le trottoir, ses doigts volant sur l'écran pendant qu'il rédigeait un message texte urgent directement à Alia. « Assure-toi que j'ai un accès VIP absolu demain soir », a-t-il tapé agressivement. « Parce que je conclus un accord de 5 millions de dollars avec un PDG milliardaire juste au milieu de ta fête, donc prépare une table privée. » Alia, assise dans son manoir lourdement hypothéqué, a reçu le message et a poussé un cri de joie. Elle a immédiatement répondu, lui promettant le meilleur siège de la maison. Ravi que son gala soit le cadre d'un tel affichage massif d'excellence noire et de richesse. Tout le faux empire était parfaitement positionné pour la fête. Totalement inconscient du prédateur silencieux qui les encerclait. À des kilomètres dans son pentouse, Sienna était assise sur son canapé en velours, fixant son téléphone crypté. Elle a ouvert le groupe de chat familial bloqué, celui qu'Aune Brenda avait créé pour se moquer de son expulsion. En utilisant un contournement administratif backdoor que son équipe tech avait installé. Sienna a regardé sa famille échanger des blagues superficielles et se vanter du gala à venir. Le message était là sur l'écran comme une bombe à retardement attendant de faire exploser leur monde entier. Elle savait la panique que cela causerait. Avec un sourire lent et délibéré, Sienna a tapé sur l'écran et a lâché un seul message texte dans le chat. J'ai un cadeau massif pour tout le monde demain soir. Le 5e jour, le matin du très attendu gala de lancement de marque est arrivé, peignant le ciel d'Atlanta d'un soleil brillant et trompeur. À l'intérieur des murs lourdement hypothéqués du domaine ancestral Williams, l'atmosphère était un mélange chaotique d'arrogance aveuglante et de vanité frénétique. Alia et Valérie étaient assises dans la suite principale spacieuse, enveloppées dans des robes en soie assorties, pendant qu'une équipe d'artistes capillaires et maquilleurs chers planait au-dessus d'elle. Alia tenait son téléphone devant le miroir de la coiffeuse brillante, fixant le seul message texte que j'avais lâché dans le groupe de chat familial la nuit précédente. Elle a laissé échapper un rire moqueur bruyant qui a résonné sèchement contre les hauts plafonds. Elle apporte probablement des coupons de réduction pour supplier pour une chambre à l'hôtel, a ricané Alia en jetant le téléphone sur la coiffeuse en marbre. Elle est si désespérée d'attention maintenant qu'elle réalise que personne en ville ne veut rien avoir à faire avec une ratée fauchée de 31 ans. Valérie a hoché vigoureusement la tête, ajustant sa posture pendant qu'un styliste vaporisait un nuage de lac chair autour de sa tête. Valérie s'accrochait à son délire absolu, ignorant délibérément l'avis de défaut terrifiant qui était actuellement verrouillé dans le tiroir du bureau de son mari. Elle a complètement rejeté mon texte comme une menace vide et pathétique d'une sœur aînée jalouse. Ne la laisse pas ruiner ton énergie aujourd'hui, Alia. Valérie l'a apaisée, son ton dégoulinant d'une fierté maternelle toxique. Tu es la star absolue de la famille. Ton lancement de marque ce soir va cimenter notre statut dans la communauté pour toujours. Et si Sienna ose vraiment montrer son visage au lieu, je demanderai personnellement aux agents de sécurité de la jeter à nouveau dans la rue où elle appartient. Elles ont fait teinter leur verre en cristal de mimosa du matin ensemble, totalement intoxiquées par leur propre supériorité fabriquée. Elles ont passé l'heure suivante à cancaner sur quels invités de haut profil assisteraient au gala, complètement inconscientes de l'abattoir financier qui les attendait. Au bout du couloir dans la suite d'amis spacieuse,
l'illusion de perfection se désintégrait rapidement. Connor se tenait devant le miroir de la salle de bain, transpirant abondamment pendant qu'il engloutissait agressivement du whisky ambré directement d'un lourd carafon en cristal. Ses mains tremblaient si violemment qu'il a renversé l'alcool cher sur son menton. Il a abattu le verre et a essuyé frénétiquement son visage, fixant son reflet pâle et terrifié. Il essayait désespérément d'ajuster son nœud papillon en soie, mais ses doigts se sentaient engourdis et inutiles. Le poids écrasant de la dette de 4 millions de dollars qu'Apex Holdings avait appelé l'étouffait. Connor a appuyé son front contre le miroir froid de la salle de bain, marmonnant son discours de supplique sous son souffle. Il répétait obsessivement exactement comment il allait se mettre à genoux et supplier le mystérieux PDG milliardaire d'Apex Holdings au gala ce soir. Il répétait ses suppliques pathétiques pour une prolongation, essayant de comprendre comment abandonner complètement sa dignité sans qu'Alia découvre qu'il était un fraudeur massif. Pendant ce temps, dans le bureau lambrissé de bois sombre en bas, Harrison vivait son propre enfer privé. Il se tenait derrière son bureau en acajou, avalant agressivement des comprimés antiacides dans sa bouche, les mâchant en une pâte crayeuse. Son estomac brûlait d'un feu agonisant. Le paiement massif de 150 000 $ était dû lundi pour arrêter la saisie du manoir, et il n'avait absolument aucune liquidité à son nom. Il fixait le document juridique terrifiant d'Apex Holdings, sentant tout l'héritage de la famille Williams s'effriter en poussière. Mais Harrison était un maître de la tromperie dangereuse. Il a avalé les pilules crayeuses, a pris une profonde respiration stabilisante et a forcé son visage en un masque rigide d'autorité pure et intouchable. Il a glissé dans sa veste de smoking sur mesure, vérifiant le reflet de sa montre en or. Il a redressé les épaules et est sorti du bureau, projetant l'image absolue d'un patriarche riche et commandant. Le contraste net et terrifiant entre l'ignorance arrogante des femmes en haut et la terreur silencieuse étouffante des hommes en bas était la recette parfaite pour une implosion catastrophique. Harrison est entré dans le grand foyer et a appelé sa famille, exigeant qu'il se dépêche. Connor est sorti en trébuchant de la chambre d'amis, empestant le parfum cher et le whisky bon marché, collant un faux sourire confiant sur son visage pendant qu'il offrait son bras à sa femme inconsciente. À des kilomètres de leur domaine frénétique en train de s'effondrer, je suis sorti de la chambre principale de mon pantouse de luxe. Le costume Tom Ford sur mesure rouge sans s'adapter à mon corps comme une armure impeccable. Les lignes structurées nettes de la veste cramoisie rayonnaient d'un pouvoir absolu pur, contrastant complètement le chemisier en soie blanche immaculé en dessous. Je me suis tenu devant le miroir en pied pendant un bref moment, sentant un calme profond et glacial me submerger entièrement. Il n'y avait aucune anxiété, aucune peur et aucune culpabilité familiale persistante. J'ai marché jusqu'à la table à manger en verre et j'ai pris la mallette en cuir noir élégante que mes avocats m'avaient laissée. J'ai ouvert les fermoirs argentés lisses et j'ai soigneusement glissé les 2 épaisses enveloppes juridiques terrifiantes à l'intérieur. Le mandat de saisie d'actifs pour le faux empire financier de Connor et l'avis d'expulsion finale pour le manoir ancestral lourdement hypothéqué de mes parents reposaient parfaitement l'un à côté de l'autre. J'ai claqué la mallette, le clic solide résonnant sèchement dans le pantouse calme. J'ai pris l'ascenseur privé jusqu'au hall où la Mercedes Maybach noire attendait déjà au ralenti tranquillement près du trottoir. Mon chauffeur a ouvert la portière arrière, baissant la tête respectueusement pendant que je me glissais dans l'intérieur luxueux en cuir crème. La lourde portière s'est fermée avec un bruit sourd solide, coupant les sons de la ville animée à l'extérieur. Je me suis installé sur le siège et j'ai placé la mallette, la reposant solidement sur mes genoux. Mon chauffeur m'a regardé à travers le rétroviseur, attendant mon ordre de me diriger vers le gala de Buckhead. J'ai regardé par la vitre teintée, un sourire lent et dangereux se répandant sur mon visage. Prends le long chemin, lui ai-je dit, ma voix douce et impitoyable. Laisse-les profiter de leur dernière heure de royauté. La grande salle de bal de l'hôtel 5 étoiles de Buckhead était un spectacle époustouflant de richesse excessive et d'escalade sociale désespérée. D'énormes lustres en cristal pendaient des plafonds voûtés, projetant une lumière dorée chaude sur la mer de robes de designer et de smoking sur mesure. Les poids lourds politiques d'Atlanta et l'élite absolue de la communauté des affaires noires étaient tous rassemblés dans une pièce, serrant des flûtes de champagne millésimées et échangeant des politesses superficielles. Les arrangements floraux extravagants drapés sur les tables ajoutaient au lourd parfum suffocant de la pièce. L'air était épais de parfums chers et du bourdonnement incessant de networking agressif. Juste au centre du chaos scintillant, Alia tenait court comme une reine régnante. Elle était drapée dans une robe à sequins argentés qui coûtait plus que le loyer annuel de la plupart des gens. Prenant des poses hautement répétées pour une nuée de photographes de sociétés locales. Son sourire était aveuglément brillant,
complètement artificielle et expertement conçue pour un engagement maximal sur les réseaux sociaux. Valérie se tenait juste en dehors du flash des caméras, rayonnant d'une fierté toxique pendant qu'elle regardait son enfant doré commander l'attention de la pièce. Valérie paradait activement son faux succès aux épouses de conseillers municipaux éminents, prétendant que l'avis de défaut terrifiant brûlant un trou dans le tiroir du bureau de Harrison n'existait tout simplement pas. Pendant ce temps, postée stratégiquement près de la pyramide de champagne imposante, tante Brenda remplissait son rôle de mégaphone familial. Elle portait une robe à plumes obscènes et parlait à un volume conçu pour que tout le monde dans un rayon de 3 mètres puisse entendre ses ragots toxiques. Brenda se penchait près d'un groupe de dames d'église riches, murmurant agressivement l'histoire hautement exagérée de mon départ du domaine familial. Elle se vantait de comment Valérie et Harrison avaient enfin jeté le poids mort paresseux de 31 ans au bord du trottoir, déclarant fièrement que la marque familiale Williams était maintenant complètement purgée de tout échec embarrassant. Elle a ri d'un son fort et caquetant, affirmant que j'étais probablement assise dans un dîner bon marché quelque part, pleurant sur ma vie ruinée, pendant que ma sœur cadette cimentait son statut de royauté d'Atlanta. Les femmes autour de Brenda ont claqué de la langue en fausse sympathie, secrètement ravies par le drame familial désordonné, complètement inconscientes que le fondement même de l'Empire Williams était construit sur une montagne croulante de dettes impayées. Juste au moment où les ragots de Brenda atteignaient leur pic, Trey est entré d'un pas arrogant par la grande entrée de la salle de bal, agissant comme si son nom était déjà gravé sur le côté d'un gratte-ciel. Il portait une veste de smoking en velours qu'il avait définitivement mise sur une carte de crédit à haut intérêt, projetant la confiance suprême imméritée d'un homme qui croyait qu'il était à quelques heures de devenir multimillionnaire. Trey a attrapé un verre de champagne d'un serveur passant et a immédiatement commencé à travailler la pièce agressivement, distribuant ses cartes de visite noires élégantes à quiconque croisait son regard. Il se vantait bruyamment à un groupe d'investisseurs locaux que sa start-up tech était actuellement dans les étapes finales de conclusion d'un accord massif de financement providentiel de 5 millions de dollars avec une firme de capital investissement ultra exclusive. Il a gonflé la poitrine, affirmant que le mystérieux PDG milliardaire d'Apex Holdings avait pris un intérêt personnel dans son brillant visionnaire et assisté au gala spécifiquement pour lui remettre un chèque qui changerait sa vie. Trey a aperçu Alia de l'autre côté de la pièce et a levé son verre vers elle, affichant un sourire complice, complètement aveuglé par son propre hubris astronomique. Mais pendant que Trey planait sur une fabrication totale, Connor suffoquait physiquement sous le poids écrasant de la ruine imminente. Le broker en finance blanc se tenait près de la grande entrée, le visage pâle et luisant d'une sueur froide et terrifiée. Il continuait à tirer violemment sur son nœud papillon en soie, sentant qu'il étouffait littéralement la vie hors de lui. Connor a ignoré les élites politiques et les socialites riches faisant les 100 pas frénétiquement près du bureau de réception principal. Il s'est pratiquement jeté sur le concierge principal, abattant ses mains sur le comptoir en acajou poli. Sa voix était un murmure désespéré et tremblant pendant qu'il suppliait l'employé d'hôtel confus de vérifier la liste des invités VIP pour la 10e fois. Il a supplié le personnel de lui dire si les représentants d'Apex Holdings étaient arrivés, ses yeux passant frénétiquement autour de la salle de bal bondée. Il avait désespérément besoin de les intercepter avant que sa fraude massive ne soit exposée à sa femme et à ses parents jugeants. Il leur a dit que toute sa vie dépendait de trouver le PDG à la seconde où il franchirait ses portes. Le concierge a froncé les sourcils, se reculant légèrement de l'énergie frénétique et maniaque de Connor, et a déclaré calmement que personne sous le nom d'Apex n'avait enregistré à la réception. Connor a essuyé la sueur qui coulait de son front, sa respiration devenant saccadée et superficielle pendant que la terrible réalité de son prêt en défaut de 4 millions de dollars criait dans son esprit. Le groupe de jazz live jouant doucement dans le coin de la salle de bal venait juste de passer à un tempo fluide et rythmé, et Alia se préparait à monter sur le micro pour son grand discours de bienvenue. Harrison et Valérie se rassemblaient près de l'avant de la scène, se positionnant parfaitement pour les caméras prêtes à se baigner dans la lueur aveuglante de leur richesse générationnelle fabriquée. Soudain, les lourdes doubles portes en chêne à l'entrée principale de la grande salle de bal se sont ouvertes avec un bruit sourd massif résonnant qui a résonné sèchement à travers la pièce caverneuse. Le mouvement soudain et forcé a attiré l'attention du coordinateur de l'événement, qui a immédiatement signalé au groupe de jazz. La musique s'est brusquement arrêtée sur un arrêt discordant. Un lourd silence glacial a rapidement submergé la mer d'invités riches pendant que des centaines de têtes se tournaient simultanément vers l'entrée. Tout le monde retenait son souffle, incapable de traiter la perturbation soudaine de la soirée soigneusement orchestrée d'excellence noire impeccable. J'ai franchi lentement le seuil, le costume Tom Ford rouge sang rayonnant d'une aura de pure dévastation absolue.
J'étais flanqué de chaque côté par 2 avocats corporatifs imposants en costumes sombres impeccables portant des mallettes en cuir élégantes et suivis de près par un détail de sécurité personnelle silencieux et intimidant. Toute la pièce est devenue complètement silencieuse. Le lourd silence qui a recouvert la grande salle de bal était suffocant. Chaque œil dans la pièce était verrouillé sur mon costume rouge sang et les avocats corporatifs imposants flanquant mes côtés. L'ampleur pure de la perturbation avait paralysé l'élite d'Atlanta. Le visage d'Alia s'est tordu de l'incrédulité stupéfaite en une rage aveuglante. Elle a piétiné à travers le sol en marbre poli, sa lourde robe à sequins argentés traînant derrière elle comme un nuage d'orage. Ses talons claquaient agressivement pendant qu'elle fermait la distance entre nous, ses yeux écarquillés de fureur toxique. « Qui t'a laissé entrer ici ?» a sifflé Alia, sa voix tremblant de venin et d'embarras. Elle s'est arrêtée à quelques mètres de mon détail de sécurité, pointant un doigt manucuré tremblant vers mon visage. C'est un événement VIP hautement exclusif, pas une cuisine de charité. Tu as des nerfs sérieux de te montrer ici dans un costume loué en essayant de ruiner la nuit la plus importante de ma vie. Tu es une sangsue pathétique au chômage, et tu ne vas pas m'embarrasser. Alia s'est tournée sauvagement vers le périmètre de la pièce, agitant frénétiquement les bras. « Sécurité » a-t-elle crié, sa voix résonnant contre les lustres en cristal. « Venez ici tout de suite et jetez cette poubelle dans la rue. » Depuis les côtés, tante Brenda s'est frayé un chemin jusqu'à l'avant de la foule, sa robe à plumes bruissant bruyamment. Brenda a laissé échapper un caquettement aigu et malveillant qui a traversé l'atmosphère tendue. Elle a applaudi, regardant autour d'elle les socialites riches essayant de contrôler le récit. Oh mon Dieu, regardez cet étalage désespéré. Brenda a moqué bruyamment, s'assurant que chaque politicien et propriétaire d'entreprise dans la pièce puisse entendre ses ragots. Valérie et Harrison l'ont enfin jeté au bord du trottoir. Donc maintenant elle s'incruste dans des fêtes de haute société pour obtenir un repas gratuit. Quelqu'un vérifie ses poches avant qu'elle parte. Brenda a ri agressivement, poussant l'épaule d'un invité proche. Elle est juste une ratée amère de 31 ans essayant de voler la vedette. Alia a croisé les bras sur sa poitrine, me fusillant du regard avec une arrogance suprême imméritée. Tu l'as entendu, Sienna. Alia a ricané. Tu n'appartiens pas à cet immeuble, encore moins à cette salle de bal. Tu n'es rien d'autre qu'une blague pour toute cette famille. Donc tourne-toi et sors ton cul fauché par cette porte avant que je te fasse traîner physiquement devant toute la ville. 2 énormes agents de sécurité d'hôtel se sont immédiatement détachés des murs de la salle de bal, avançant pour répondre aux demandes frénétiques d'Alia. Ils se sont approchés avec des pas lourds et intimidants, leurs mains reposant sur leurs ceintures utilitaires, prêts à retirer de force l'invité non désiré qui perturbait la soirée glamour. Mon détail de sécurité personnelle a immédiatement changé de position, se plaçant doucement devant moi et mes avocats corporatifs, formant un mur humain impénétrable de costumes sombres sur mesure. La tension dans la pièce a grimpé à un niveau dangereux pendant que les gardes d'hôtel réalisaient qu'ils faisaient face à des agents de protection exécutive hautement entraînés. Alia a souri profondément satisfaite de l'hostilité croissante, croyant qu'elle était sur le point de me voir me faire jeter violemment hors du lieu luxueux. Mais avant que les gardes d'hôtel puissent émettre un avertissement verbal, une agitation frénétique soudaine a éclaté près des portes de service arrière de la grande salle de bal. Le directeur général de l'hôtel 5 étoiles, un homme distingué plus âgé en smoking impeccable, sprintait pratiquement à travers l'immense étendue du sol en marbre. Son visage était pâle et luisant d'une sueur froide terrifiée, ses chaussures parfaitement cirées glissant légèrement pendant qu'il se précipitait désespérément vers l'entrée principale. Il agitait frénétiquement les bras vers son propre personnel de sécurité, leur criant de se calmer immédiatement. Le directeur général s'est frayé un chemin violemment à travers la foule de socialites riches, abandonnant entièrement son comportement raffiné habituel. Il a attrapé les 2 énormes agents de sécurité par les épaules, les poussant physiquement de côté et leur ordonnant de reculer. Alia a vu le directeur général approcher et son sourire arrogant s'est élargi. Elle a supposé qu'il se précipitait pour s'excuser personnellement auprès d'elle pour la violation de sécurité et pour gérer lui-même mon expulsion humiliante. Enfin, un vrai service client. Alia s'est plainte bruyamment, se plaçant directement dans le chemin du directeur, bloquant son accès à moi. Vous devez licencier quiconque travaillait aux portes d'entrée ce soir parce que cette femme est une totale fraude. Elle viole mon événement privé et je veux qu'elle soit escortée hors de la propriété immédiatement. Elle harcèle ma famille. Le directeur général n'a même pas regardé Alia.
Il a complètement ignoré son existence comme si elle n'était rien de plus qu'un obstacle mineur et agaçant. Il est passé directement devant sa robe à sequins argentés, la laissant debout là avec la bouche grande ouverte dans un choc absolu. Il s'est arrêté directement devant mon détail de sécurité, prenant une profonde respiration saccadée pour calmer son cœur qui battait la chamade. Le directeur général a redressé sa posture et a avancé avec une déférence extrême qui a brisé la réalité de tous ceux qui regardaient. Il a planté ses pieds ensemble et s'est incliné profondément à 90 degrés, son regard fixé fermement sur le sol. « Bonsoir, Madame Williams », a dit le directeur, sa voix projetant clairement à travers la salle de bal morte et silencieuse avec un ton de soumission absolue. « Veuillez accepter mes excuses profondes pour le comportement inacceptable de mon personnel. La salle de conseil exécutif privé a été entièrement préparée pour votre réunion d'acquisition ce soir. Madame la Présidente, tout l'hôtel est à votre disposition. » Les mots ont flotté dans l'air comme un tremblement de terre. La mâchoire d'Alia est tombée, ses yeux exorbités pendant qu'elle fixait le directeur s'inclinant devant la sœur qu'elle venait d'appeler une sangsue sans abri. Le halètement collectif de la foule élite a aspiré tout l'oxygène de la pièce. Debout près de l'entrée, Connor a senti le sang se vider violemment de sa tête. Ses mains ont tremblé de manière incontrôlable pendant que ses yeux se verrouillaient sur la mallette en cuir noir élégante tenue par l'avocat corporatif imposant debout à ma droite. Le verre en cristal de whisky a glissé des doigts engourdis de Connor, s'écrasant sur le sol en marbre et se brisant en morceaux. Gravé parfaitement en lettres d'or pures sur le devant de la mallette se trouvait le logo tranchant comme un rasoir d'Apex Holdings. Le bruit sec du verre de whisky brisé de Connor résonnant à travers le sol en marbre silencieux n'a absolument rien fait pour pénétrer le mur épais d'ignorance pure entourant mon ex-petit ami. Pendant que le reste de l'élite politique riche et les membres terrifiés de la famille étaient complètement paralysés par la vue du logo d'Apex Holdings brillant sur la mallette de mon avocat. Trey est resté totalement inconscient du changement de pouvoir massif qui venait de se produire dans la pièce. Il se tenait près du fond de la grande salle de bal, networking agressivement et buvant du champagne cher, complètement convaincu que ce soir était la nuit où il deviendrait enfin multimillionnaire. Trey a entendu le silence soudain se répandre dans le lieu et a supposé que c'était juste une dispute familiale dramatique qui éclatait et exactement le genre de scène pathétique qu'il attendait d'Alia et de sa supposée sœur aînée fauchée. Il a ajusté sa veste de smoking en velours, gonflé la poitrine et a commencé à se frayer un chemin confiant à travers la foule gelée de socialites d'Atlanta. Il a poussé du coude devant des conseillers municipaux éminents et des propriétaires d'entreprises riches, entièrement concentrés sur les avocats corporatifs imposants debout près de la grande entrée. Trey a vu les costumes sur mesure chers, le détail de sécurité imposant et le directeur général s'inclinant et a immédiatement conclu que les mystérieux investisseurs milliardaires qui l'attendaient désespérément étaient enfin arrivés au gala. Il a marché directement devant Valérie, qui serrait encore sa poitrine d'horreur, et a poussé devant Alia, qui fixait le directeur d'hôtel dans un choc silencieux absolu. Trey n'a même pas pris la peine de regarder mon visage ou d'enregistrer le costume de pouvoir rouge sans que je portais. Ses yeux avides étaient entièrement verrouillés sur l'avocat corporatif principal portant la mallette en cuir noir élégante. Trey s'est avancé directement au centre de la confrontation tendue, affichant un sourire aveuglant et arrogant de confiance imméritée et d'ambition désespérée. Il a lissé sa cravate en soie et a projeté sa voix bruyamment à travers la salle de bal silencieuse, s'assurant que tout le monde à proximité pouvait l'entendre conclure son accord massif. « Excusez-moi, messieurs. » Trey a annoncé, son ton dégoulinant de fausse bravade corporative pendant qu'il s'adressait à mon équipe juridique tout en ignorant complètement mon existence debout juste à côté d'eux. Je m'appelle Trey et l'assistante de direction au siège social ce matin m'a dit que j'étais programmé pour une réunion de pitch finale ce soir. Je suis ici pour voir le PDG d'Apex Holdings afin de finaliser mon acquisition de 5 millions de dollars. L'audace pure de son arrogance complètement aveugle flottait lourdement dans le calme suffocant de la salle de bal. Mon détail de sécurité n'a pas bronché, et mes avocats corporatifs ont simplement fixé avec des expressions de pitié froide et calculée. J'ai pris une lente et délibérée respiration, laissant la satisfaction profonde du moment me submerger entièrement avant de finalement bouger. Je me suis lentement tourné pour faire face à l'homme qui avait moqué impitoyablement mon supposé sans-abrisme il y a seulement 24 heures dans un message direct. Je l'ai regardé de haut en bas, prenant en compte sa veste en velours la moins chère et son sourire désespéré et impatient. « C'est elle que tu regardes, Trey ?» ai-je dit, ma voix douce et complètement dépourvue d'émotion, traversant l'air tendu comme un scalpel. Trey s'est figé pendant une fraction de seconde, ses yeux se verrouillant enfin sur les miens. Puis il a laissé échapper un éclat de rire bruyant et odieux qui a résonné maladroitement contre les lustres en cristal.
Il a rejeté la tête en arrière, croyant sincèrement que je venais de faire une blague pathétique et désespérée pour sauver la face devant ma sœur riche et le personnel de l'hôtel. Oh mec, c'est riche. Trey a ricané agressivement, secouant la tête et regardant autour de la foule silencieuse, s'attendant à ce qu'il se joigne à son amusement cruel. Sienna, tu dois vraiment arrêter de t'embarrasser en public comme ça. Je sais que tu es bouleversée d'avoir été jetée sous la pluie avec rien d'autre qu'une valise, mais prétendre être une investisseuse milliardaire pour impressionner les invités d'Alia est juste un tout nouveau niveau de tristesse. Maintenant, s'il te plaît, écarte-toi pour que je puisse faire des affaires réelles avec les adultes dans la pièce. Il a tendu la main vers mon avocat principal, portant toujours ce sourire suffisant et condescendant, refusant complètement d'accepter la réalité debout juste devant lui. L'avocat n'a pas serré sa main. Au lieu de cela, il m'a regardé, attendant mon ordre silencieux. J'ai donné un seul bref hochement de tête. L'avocat a placé son pouce sur les fermoirs argentés de la mallette d'Apex Holdings, les ouvrant avec un clic métallique sec. Il a plongé à l'intérieur et retiré un épais dossier brillant portant le logo exact de la start-up tech en difficulté de trait. L'avocat a tenu le document avec une déférence formelle extrême, me le tendant directement. Le rire odieux de Trey est mort brusquement dans sa gorge. Son sourire arrogant a instantanément disparu complètement, remplacé par un regard de pure terreur non dilué pendant qu'il reconnaissait son propre pitch deck hautement confidentiel et propriétaire reposant fermement dans les mains de la femme qu'il venait d'humilier publiquement. J'ai tenu le lourd dossier pendant un bref moment, sentant le poids absolu de son futur fabriqué entier reposant dans mes paumes. Puis j'ai ouvert ma main et laissé tomber le pitch deck. L'épais dossier a frappé le sol en marbre poli avec un claquement lourd, répandant ses projections financières méticuleusement falsifiées sur le sol, juste à ses chaussures brillantes et chères. Tes données d'utilisateurs sont entièrement fabriquées, Trey. J'ai annoncé, ma voix projetant clairement à travers le public captivé d'invités élites. Ton entreprise perd de l'argent à un rythme insoutenable, et tes prévisions de revenus ne sont rien d'autre que des mensonges désespérés pour couvrir tes échecs opérationnels massifs. Moi, la fondatrice et directrice générale d'Apex Holdings, refuse officiellement ta demande de financement de 5 millions de dollars. J'ai avancé plus près, me penchant pour que mes mots le frappent avec un impact dévastateur maximal. Et parce que tu as soumis des documents financiers falsifiés à une société de capital investissement, bonne chance avec l'audit sévère de la SEC que j'ai déclenché cet après-midi. Le sang s'est complètement vidé du visage de Trey. Ses jambes ont lâché sous lui, et il s'est effondré lourdement à genoux, atterrissant juste sur son pitch deck éparpillé et ruiné. Un murmure choqué collectif a traversé la foule élite de spectateurs pendant que la réalité de mon pouvoir absolu s'installait enfin. Debout près des restes brisés de son verre de whisky, Connor a regardé Trey tomber au sol, et une horreur froide et paralysante a saisi sa poitrine pendant qu'il réalisait qu'il était le suivant. Le bruit des genoux de Trey frappant le sol en marbre a été exactement le déclencheur qui a enfin brisé les derniers morceaux restants de la fragile santé mentale de Connor. Le broker en finance blanc arrogant qui avait passé les 5 dernières années à parader dans notre domaine ancestral comme un sauveur moderne, agissant comme si sa simple présence élevait notre marque familiale noire, a soudain perdu chaque once de son swagger fabriqué. Le bronzage profond qu'il avait payé au country club semblait complètement s'effacer, laissant son visage dans une teinte grisâtre, terrifiante et maladive. Les morceaux brisés de son verre de whisky gisaient oubliés autour de ses chaussures chères pendant que ses jambes lâchaient, et il a trébuché en avant. Ses mouvements désespérés manquaient complètement de sa grâce polie habituelle. Il s'effrayait un chemin aveuglément devant les conseillers municipaux éminents et les propriétaires d'entreprises riches, heurtant les lourds arrangements floraux pendant qu'il sprintait pratiquement à travers le sol de la salle de bal. Alia a essayé d'attraper son bras, tendant la main avec sa lourde manche à sequin pour l'empêcher de faire une scène publique, mais Connor a violemment tiré son bras, ignorant complètement sa femme confuse. Il a fermé la distance entre nous, haletant lourdement, ses cheveux parfaitement coiffés maintenant un chaos tombant sur ses yeux terrifiés. Les avocats corporatifs imposants me flanquant se sont tendus immédiatement, prêts à signaler le détail de sécurité, mais j'ai levé un seul doigt, leur ordonnant de se calmer et de laisser l'homme désespéré approcher. Connor n'a pas gonflé la poitrine ni essayé de m'intimider. Au lieu de cela, l'homme qui avait ri impitoyablement de moi pendant qu'il jetait mes bagages sous l'orage glacial il y a seulement 24 heures s'est physiquement effondré juste devant mon costume rouge sang. Des larmes coulaient ouvertement sur son visage, ruinant sa façade arrogante pendant qu'il fixait le logo d'Apex Holdings brillant sur les mallettes. Sa voix s'est brisée, craquant en un gémissement pathétique et aigu qui résonnait à travers la salle de bal morte et silencieuse. « Sienna, s'il te plaît,
a-t-il supplié, ses mains tremblant violemment pendant qu'il tendait la main comme s'il essayait de s'agripper physiquement à ma veste chère. Tu es Apex, mon entreprise Sienna. C'est tout ce que j'ai. S'il te plaît, tu ne peux pas faire ça. Je suis ton beau-frère. Je n'ai pas bronché. Je suis resté parfaitement immobile, regardant de haut l'homme pathétique en pleurs qui avait passé des années à me faire sentir comme une outsider sans valeur dans ma propre maison. J'ai regardé son costume sur mesure cher, celui qu'il avait probablement acheté en utilisant les prêts commerciaux toxiques que ma firme venait d'acheter pour des centimes sur le dollar. Toute la pièce regardait, retenant son souffle collectif pendant que le gendre blanc riche, qui avait toujours agi supérieur à tout le monde dans notre communauté, suppliait maintenant une femme noire autodidacte pour sa survie financière. Je n'ai pas ressenti une once de pitié ou d'obligation familiale. J'ai simplement ressenti la satisfaction froide et dure de la justice absolue. Tu as une mémoire très courte, Connor, ai-je dit, ma voix douce et impitoyable, portant facilement par-dessus ses sanglots pathétiques. Juste hier soir, tu te tenais dans le couloir du manoir de mes parents, riant pendant que mes bagages étaient jetés sous un orage. Tu m'as regardé droit dans les yeux et as déclaré fièrement que j'aurais dû payer un loyer il y a 5 ans parce que je n'étais rien d'autre qu'une parasite inutile, drainant tes ressources. J'ai légèrement incliné la tête, regardant la terreur pure élargir ses yeux injectés de sang. Eh bien, c'est incroyablement drôle, Connor, parce que je viens d'officiellement geler tous tes comptes d'entreprise. La foule a halté, une vague collective de choc ondulant à travers les spectateurs riches. Connor a laissé échapper un son étouffé et désespéré, serrant sa poitrine comme s'il faisait une crise cardiaque physique. Je me suis penché plus près, m'assurant que chaque politicien et rival en affaires dans la pièce puisse entendre la vérité absolue sur son faux empire. Tu as joué le rôle de l'investisseur riche et réussi pendant des années, regardant de haut mon père et utilisant le statut social de ma sœur pour obtenir des prêts commerciaux frauduleux. Tu as loué ces voitures de luxe. Tu as acheté à Alia ce sac Chanel de $5000, et tu as financé tout ton style de vie en utilisant une dette agressivement levier que tu ne pourrais jamais rembourser. Et quand les banques régionales en ont eu assez de tes défauts constants, elles ont vendu ta dette toxique sans valeur à Apex Holdings. Connor a laissé échapper un hurlement agonisant bruyant, tombant à genoux juste à côté du fondateur tech ruiné trait. Il hyperventilait ouvertement, son visage enfoui dans ses mains tremblantes, pendant que la réalité de son exécution financière totale le détruisait enfin. Je n'ai pas attendu qu'il reprenne son souffle. J'ai tendu la main, et mon avocat principal a immédiatement placé la lourde enveloppe juridique craquante directement dans ma paume. J'ai laissé tomber le mandat de saisie d'actifs formels juste sur les genoux tremblants de Connor. Alia, qui était restée figée dans une horreur absolue, est enfin sortie de sa paralysie. Elle s'est frayé un chemin devant la foule silencieuse, sa robe à sequins argentés captant la lumière pendant qu'elle se précipitait en avant. Son visage était tordu de panique aveuglante, regardant frénétiquement de son mari en pleurs sur le sol aux documents juridiques terrifiants assis sur ses genoux. « Qu'est-ce que tu as fait » a crié Alia, sa voix stridente et hystérique, résonnant violemment contre les lustres en cristal. « Tu ruines mon mari. Qu'est-ce que tu lui as fait ?» Je me suis lentement tourné pour regarder ma sœur dorée, mon expression entièrement dépourvue de toute chaleur. « Bienvenue dans ton futur, Alia, ai-je dit, ma voix tombant à un murmure froid et glacial. Sortir avec un failli? La mâchoire d'Alia est tombée, ses mains volant à sa bouche pendant que la réalité dévastatrice s'abattait sur elle. Mais avant qu'elle puisse formuler une réponse, le bruit lourd et agressif de pas a piétiné à travers le sol en marbre. Harrison a surgi du bord de la foule, poussant brutalement devant le personnel de traiteur. Son visage était d'une teinte violette dangereuse et terrifiante, les veines saillant violemment dans son cou pendant qu'il me fusillait du regard. « Comment oses-tu détruire le mari de ta sœur » a-t-il rugi, sa voix remplie d'une rage aveugle absolue. « Tu es une disgrâce pour cette famille. » Harrison a marché en avant, ses chaussures Oxford polies claquant agressivement contre le sol en marbre, sa poitrine gonflée dans une dernière tentative désespérée d'affirmer sa domination sur la pièce. Il s'est arrêté à quelques centimètres de mon détail de sécurité, ignorant complètement les deux hommes sanglotants sur le sol, ses yeux flamboyants d'un mélange toxique de fureur et d'humiliation profondément enracinés. Derrière lui, Valérie se frayait frénétiquement un chemin à travers la foule stupéfaite de l'élite d'Atlanta. Son costume en lin blanc impeccable froissé, son visage un masque de panique frénétique absolue. Elle serrait son collier de perles si fort que ses jointures étaient blanches, ses yeux passant frénétiquement entre les amis d'église influents auxquels elle venait juste de mentir, et la scène dévastatrice qui se déroulait autour de sa fille dorée.
La façade soigneusement construite de l'héritage de la famille Williams s'effondrait violemment en temps réel, et ils étaient complètement impuissants à l'arrêter. Harrison a pointé un doigt manucuré tremblant vers mon visage, sa voix un rugissement dur et terrifiant qui a même fait taire les murmures les plus doux dans la salle de bal. « Comment oses-tu humilier cette famille devant nos invités » a-t-il beuglé, son visage se tordant en un rictus que j'avais craint pendant 31 ans. « Tu débarques ici en ayant l'air d'une figurante bon marché dans un film de mafia et tu attaques publiquement le mari de ta sœur. Connor est un esprit brillant, un pilier de la communauté financière, et tu n'es rien d'autre qu'un échec mesquin et jaloux, essayant de tout entraîner vers ton niveau pathétique. Tu dois des excuses immédiates à cette famille. » Valérie a atteint son côté, attrapant son bras, non pas pour le calmer, mais pour rejoindre l'attaque, sa voix stridente et tremblante de vanité désespérée. « Nous t'avons tout donné, Sienna. » Valérie a crié, ses yeux grands et humides de larmes de pure gêne sociale. « Nous avons mis un toit au-dessus de ta tête. Nous t'avons nourri. Nous avons toléré ton manque complet d'ambition pendant des années pendant que tu restais assise dans cette chambre à ne rien faire de ta vie. Nous t'avons soutenu quand tu pleurais sur ce travail de fast-food. Et c'est comme ça que tu nous remercies, en te montrant au gala de lancement de marque de ta sœur et en essayant de ruiner la nuit la plus importante de sa carrière. Tu es une disgrâce pour le nom Williams et tu nous dois tout. » Je suis resté parfaitement immobile, laissant leurs mots haineux me submerger comme de l'eau sur une pierre. Je n'ai pas bronché. Je n'ai pas pleuré et je ne suis pas revenu à la fille terrifiée de 22 ans qui suppliait autrefois leur approbation. J'ai regardé Harrison, prenant en compte son smoking cher et l'arrogance aveuglante absolue rayonnant de chaque pore de son corps. Puis j'ai regardé Valérie, qui essayait encore de maintenir le contact visuel avec les socialites riches, les suppliant silencieusement de croire son récit fabriqué de la mère longtemps souffrante. Ils étaient si obsédés par leur image d'excellence noire qu'ils s'étaient complètement déconnectés de la réalité. J'ai tendu la main et mon avocat principal a produit sans heurts la dernière enveloppe juridique craquante de la mallette en cuir noir élégante. J'ai tenu le document en l'air, le papier lourd captant la lumière dorée des lustres en cristal et un silence profond et terrifiant est instantanément tombé sur toute la salle de bal. « Vous ne m'avez rien donné » ai-je déclaré, ma voix tombant à un calme lisse et mortel qui a traversé l'attention comme un rasoir. « Vous m'avez donné une enfance de comparaison constante, de critiques toxiques et d'amour conditionnel basé entièrement sur à quel point je pouvais bien performer pour vos amis du country club. Vous m'avez jeté sous la pluie glaciale il y a 24 heures avec un billet de $100 froissé parce que vous croyez que j'étais une sangsue fauchée et au chômage drainant vos précieuses ressources. J'ai fait un lent et délibéré pas vers mon père, regardant la couleur commencer à se vider de son visage pendant que ses yeux se verrouillaient sur l'enveloppe juridique dans ma main. Mais voici la partie vraiment fascinante, Harrison, ai-je continué, m'assurant que ma voix projetait clairement à chaque politicien et rival en affaires debout dans la pièce. Pendant que tu étais occupé à me jeter dehors pour être fauché, tu cachais activement le fait que tu es complètement et totalement en faillite. La foule a laissé échapper un halètement collectif sec. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai enfoncé la lame plus profondément. Il y a 3 ans, quand la toute première aventure immobilière commerciale de Connor s'est calmement effondrée et qu'il a fait face à une ruine totale, tu étais si terrifié de perdre la face devant cette foule exacte que tu as commis un suicide financier. Tu as secrètement contracté une deuxième hypothèque massive sur le domaine ancestral Williams, mettant complètement en gage le manoir générationnel juste pour renflouer ton précieux gendre blanc. Tu as risqué le toit au-dessus de ta propre tête pour protéger son faux empire, et tu l'as caché à tout le monde dans cette pièce. Alia a laissé échapper un sanglot horrifié étouffé, ses mains volant à sa bouche pendant qu'elle fixait ses parents dans une incrédulité absolue. Valérie a laissé échapper un gémissement paniqué aigu, secouant frénétiquement la tête pendant qu'elle essayait désespérément de nier la vérité. Mais les mots étaient déjà sortis. Vous avez vidé vos comptes de retraite, ai-je pressé, mes yeux verrouillés sur le visage terrifié de Harrison. Vous vous êtes saigné à blanc juste pour effectuer les paiements mensuels minimaux sur cette hypothèque secrète. Pendant que Connor continuait à emprunter plus d'argent pour acheter des sacs designer à Alia et louer des voitures de luxe, vous avez priorisé son faux succès sur votre propre survie, et maintenant la facture arrive enfin. Vous n'avez pas payé la banque depuis 6 mois, Harrison. Le manoir est en défaut sévère, et vous êtes à quelques jours de la saisie totale. La salle de bal a éclaté en une symphonie chaotique de murmures choqués et de chuchotements frénétiques. Les dames d'église riches auxquelles Valérie venait juste de se vanter quelques instants plus tôt la fixaient maintenant avec des expressions d'horreur et de jugement pur et non dilués. Le conseiller municipal éminent et les élites d'Atlanta échangeaient des regards stupéfaits.
L'illusion entière de la richesse de la famille Williams s'est complètement brisée en un instant. Harrison a ouvert la bouche pour parler, mais aucun mot n'est sorti. Sa mâchoire a tremblé, ses mains tremblant violemment à ses côtés pendant que la réalité profonde de son exposition publique le paralysait. Valérie s'est effondrée contre son épaule, sanglotant de manière incontrôlable, non pas parce qu'elle avait perdu sa maison, mais parce qu'elle avait perdu de manière permanente son statut social intouchable. L'image soigneusement cultivée d'excellence noire qu'ils avaient adorée pendant des décennies gisait en 1 million de morceaux déchiquetés sur le sol en marbre juste à côté du verre de whisky brisé de Connor. Je n'ai pas ressenti une once de pitié ou d'obligation familiale. J'ai ressenti seulement la satisfaction froide et dure de la justice absolue et indéniable. Un serveur passant, figé de choc à quelques mètres, tenait un plateau argenté chargé de verres frais de champagne. J'ai tendu la main, prenant l'enveloppe juridique craquante, et l'ai abattue sur le plateau argenté poli avec un claquement sec et résonnant qui a traversé violemment la pièce silencieuse. J'ai acheté ta dette, papa, ai-je annoncé, ma voix résonnant avec une finalité absolue. J'ai acheté l'hypothèque en défaut à la banque hier après-midi. Je suis ta propriétaire. Tu as 7 jours pour quitter ma maison. Le claquement sec de l'avis d'expulsion frappant le plateau argenté a résonné à travers la salle de bal silencieuse comme un coup de feu. Valérie ne pouvait plus maintenir l'illusion fragile de sa vie immaculée. Ses genoux ont complètement lâché, cédant sous le poids écrasant de sa ruine publique absolue. Elle s'est effondrée lourdement dans un fauteuil en velours proche, son costume en lin blanc impeccable se froissant pendant qu'elle enfouissait son visage dans ses mains tremblantes. Les sanglots agonisants bruyants qui s'arrachaient de sa gorge n'étaient pas des larmes de chagrin pour la fille qu'elle avait si cruellement abandonnée sous la pluie glaciale. C'étaient des larmes de terreur pure et non diluées pour la perte immédiate de son statut social intouchable. Les dames d'église riches qu'elle avait passé des décennies à essayer d'impressionner la fixaient maintenant avec des yeux froids et jugeants, chuchotant derrière leurs mains pendant que la puissante marque familiale Williams se désintégrait juste devant elle. Valérie pleurait de manière incontrôlable, pleurant la mort de ses memberships au country club, de ses déjeuners de charité somptueux et de la fausse richesse générationnelle qu'elle avait utilisée pour masquer ses insécurités profondes. Debout à quelques mètres, Alia hyperventilait violemment, sa poitrine se soulevant pendant qu'elle luttait pour aspirer de l'oxygène dans ses poumons. La lourde robe à sequins argentés qu'elle avait fièrement paradée dans le lieu ressemblait soudain à un costume bon marché. Ses yeux grands et paniqués passaient de la forme effondrée de sa mère en pleurs à la vue pathétique de son mari broker en finance blanc Connor, qui sanglotait encore sur le sol en marbre à côté du fondateur tech ruiné trait. Les mains parfaitement manucurées d'Alia agrippaient ses cheveux, ruinant son brushing cher pendant que la réalité dévastatrice de son existence entière brisait enfin son esprit. Chaque vacance de luxe, chaque sac designer, chaque pièce de bijoux en diamant que Connor avait jamais acheté pour elle était entièrement financée par une dette massive en défaut. Mais la réalisation la plus agonisante de toutes était la vérité horrifiante sur qui avait tranquillement gardé les lumières allumées. Alia a regardé mon costume rouge sang et la mallette d'Apex Holdings, et la réalisation l'a frappée avec la force d'un train de marchandises. Tout son style de vie glamour, son excellence noire fausse et le toit même au-dessus de la tête de ses parents avaient été secrètement financés par mes renflouements invisibles. La sœur au chômage qu'elle avait moquée impitoyablement sur Instagram, la femme qu'elle avait fièrement jetée dans la rue avait été le seul pilier financier empêchant leur destruction totale pendant 3 années entières. Alia a halté pour de l'air, ses genoux s'entrechoquant pendant qu'elle réalisait que son arrogance suprême avait directement causé sa propre exécution. Elle avait jeté son propriétaire réel hors de sa propre maison juste pour poster une blague cruelle sur Internet. Et maintenant elle allait être complètement sans abri à cause de cela. L'enfant doré s'étouffait avec les cendres amères de sa propre vanité suprême, fixant les conséquences terrifiantes de sa cruauté de toute une vie, pendant que sa mère hurlait bruyamment en arrière-plan, pleurant leur mort sociale totale. Pendant que la famille immédiate était piégée au centre de la salle de bal, complètement paralysée par le rabattage financier très public, mes yeux ont balayé le périmètre de la foule choquée. Je cherchais la seule personne qui avait avidement attisé les flammes de mon humiliation il y a seulement 24 heures. Debout près de la pyramide de champagne imposante, tante Brenda essayait désespérément de se rendre invisible. La femme bruyante et odieuse qui avait passé toute sa soirée à cancaner agressivement sur ma supposée chute essayait maintenant frénétiquement d'échapper aux rayons de l'explosion de la famille Williams. Brenda rapetissait sa posture, serrant son sac bon marché contre sa poitrine pendant qu'elle essayait de reculer tranquillement dans la foule dense de politiciens et de propriétaires d'entreprises stupéfaits. Le caquettement malveillant qu'elle avait utilisé pour se moquer de mon arrivée avait complètement disparu, remplacé par les yeux grands et terrifiés d'un rat acculé essayant désespérément de fuir un navire en train de couler.
Elle pensait qu'elle pouvait simplement se faufiler par les portes latérales et se distancier du fallout toxique, en prétendant qu'elle n'avait jamais fait partie de la campagne cruelle contre moi. Je n'allais pas la laisser s'échapper dans les ombres. J'ai marché avec des pas lents et délibérés vers la petite scène où le groupe de jazz avait joué plus tôt. La foule s'est écartée pour moi immédiatement, reculant comme si j'écartais la mer. Leurs yeux remplis d'un mélange de peur absolue et de respect profond. J'ai monté les 2 courtes marches jusqu'à la plateforme, mon costume rouge sans captant la lumière des lustres au-dessus. J'ai tendu la main et attrapé le micro du support chromé poli. Le Larsen a sifflé pendant une brève seconde, traversant sèchement les sanglots bruyants de Valérie et s'assurant que chaque personne dans l'immense salle de bal était suspendue à chacun de mes mouvements. J'ai regardé directement de l'autre côté de la pièce, verrouillant entièrement mon regard sur la femme en robe à plumes obscènes qui était actuellement à mi-chemin de la sortie. « Tu pars déjà, Brenda ?» Ai-je parlé dans le micro, ma voix projetant doucement et dangereusement, résonnant contre les plafonds voûtés et rebondissant contre les murs en marbre. Le son de son nom tonnant à travers le lieu silencieux l'a fait se figer instantanément sur place. Brenda s'est arrêtée net au milieu de la foule, ses épaules se raidissant pendant que des centaines d'invités élites tournaient immédiatement la tête pour la fixer directement. Elle était complètement piégée, prise en flagrant délit en essayant d'abandonner la famille même qu'elle venait juste de louer sans relâche. Je me suis approché plus près du bord de la scène, tenant le micro avec une autorité décontractée absolue. Je pensais que tu avais dit que cette famille célébrait les gagnants, Brenda. J'ai continué, mes mots dégoulinant d'une précision glaciale et mortelle. Tu as passé toute la matinée à élaborer cette belle publication de compte à rebours pour ce gala, t'assurant que tout le monde à Atlanta savait exactement à quel point tu méprisais la perdante paresseuse de 31 ans. Tu as tagué tous tes amis éminents pour rire de mes bagages prêts sous la pluie. Eh bien, voici la gagnante, Brenda, debout juste devant toi, détenant l'acte du domaine dont tu te vantes constamment de visiter. Brenda s'est lentement tournée pour me faire face, son visage d'une teinte grisâtre, terrifiante et maladive. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'est sorti. Elle était complètement dépouillée de son arrogance toxique. Sa persona de relations publiques violemment arrachée, ne laissant rien d'autre qu'une coquille pathétique et terrifiée. Ne laisse pas la réalité de cette situation arrêter tes mises à jour sur les réseaux sociaux. J'ai commandé à travers le micro, ma voix résonnant avec une domination totale. Sors ton téléphone tout de suite. Je veux que tu prennes une photo de Connor en pleurs sur le sol. Je veux que tu prennes une photo de Harrison debout là en faillite. Et le plus important, n'oublie pas de poster ce moment exact sur ta page Instagram. Dis à tous tes amis riches que la sangsue au chômage vient d'acheter toute ta famille. Et Brenda, assure-toi de me taguer. L'humiliation absolue pure du moment s'est abattue sur elle, l'écrasant en une soumission totale. Brenda a complètement baissé la tête, humiliée, ses mains tremblant si fort qu'elle a laissé tomber son sac sur le sol. Les socialites riches autour d'elle se sont physiquement écartés, la traitant comme une maladie hautement contagieuse. Elle était publiquement ruinée. Son statut social complètement décimé par la femme même qu'elle avait essayé de détruire. J'ai baissé le micro et les replacé doucement sur le support chromé, le bruit sourd finalisant la destruction absolue de leur monde fabriqué. Je suis resté au bord de la scène et j'ai regardé les restes pathétiques de ma famille brisée. Il n'y avait aucun cri sortant de mes lèvres. Il n'y avait aucune larme de colère coulant sur mon visage. Je n'ai pas ressenti le besoin de crier ou de rager ou d'exiger des excuses creuses de personnes fondamentalement incapables d'offrir un quelconque remords sincère. Je n'ai ressenti rien d'autre qu'une fermeture glaciale pour me submerger entièrement. Les chaînes émotionnelles toxiques qui m'avaient lié à leurs besoins constants et désespérés d'approbation étaient complètement et définitivement brisées, éparpillées sur le sol en marbre froid aux côtés des cendres de leur fausse richesse générationnelle. J'ai regardé Harrison, qui fixait d'un regard vide l'espace, un homme vaincu et complètement brisé qui avait sacrifié sa propre fille pour une illusion temporaire. J'ai regardé Valérie, pleurant encore pathétiquement dans son fauteuil en velours, pleurant la mort de sa vie sociale plutôt que la perte de son enfant. J'ai regardé Alia et Connor, 2 fraudeurs arrogants, faisant enfin face à la réalité terrifiante et inévitable de la pauvreté totale. Ils avaient construit tout leur royaume brillant sur des mensonges malveillants, et j'avais simplement tiré le seul fil financier qui l'avait tout démêlé. J'ai détourné mon attention des décombres et j'ai regardé mes 2 avocats corporatifs imposants, debout fidèlement près du plateau argenté qui tenait l'avis d'expulsion et les mandats de saisie d'actifs. Nous en avons fini ici, ai-je dit, ma voix portant une finalité calme et absolue qui a résonné doucement dans les suites de la dévastation.
Laissez les huissiers s'occuper du reste. Je suis descendu de la scène et j'ai tourné le dos à ma famille hurlante et en pleurs, marchant lentement et délibérément vers les grandes portes en chêne. J'ai tourné le dos aux ruines fumantes de l'héritage de la famille Williams et j'ai commencé la longue marche délibérée au centre de l'allée de la grande salle de bal. Derrière moi, la symphonie dévastatrice de leur ruine absolue résonnait contre les lustres en cristal. Les sanglots agonisants de Valérie portés par-dessus la foule, se mêlant aux hyperventilations hystériques d'Alia et aux cris furieux et paniqués de Harrison. C'était un chœur chaotique et pathétique de personnes qui avaient enfin été violemment dépouillées de leurs précieuses illusions. Mais je n'ai pas ralenti mon rythme ni tourné la tête pour les regarder une dernière fois. Alors que j'approchais des lourdes portes en chêne massive, mon détail de sécurité s'est doucement avancé pour les pousser, révélant l'étendue sereine et brillamment éclairée du hall d'entrée de l'hôtel de luxe. J'ai franchi le seuil, et les lourdes portes en bois se sont refermées derrière moi, coupant instantanément les cris frénétiques et réduisant l'effondrement catastrophique à un bourdonnement sourd et étouffé. Le contraste entre l'enfer absolu que je venais de laisser à l'intérieur de cette salle de bal et la tranquillité exquise et profonde du hall vide était époustouflant. Une musique classique douce jouait doucement depuis des haut-parleurs cachés, complètement non perturbés par l'abattage financier qui venait de se produire à quelques mètres. Mes talons aiguilles noirs claquaient contre les sols en marbre poli dans un rythme lent et régulier qui ressemblait à une horloge tic-tac, marquant les dernières secondes de leur faux empire. Le personnel de l'hôtel debout près des bureaux de réception s'est immédiatement redressé pendant que je passais, baissant la tête en un respect silencieux profond pour la femme qui venait de commander leur directeur général à plier le genou. J'ai marché avec les épaules tirées en arrière et la tête haute. Le costume Tom Ford rouge sang se déplaçant impeccablement avec chaque pas que je faisais. Il n'y avait aucune hâte dans ma foulée, aucun sprint alimenté par l'adrénaline pour échapper à la scène du crime. J'ai glissé à travers le hall luxueux avec la confiance sereine absolue d'un prédateur apex qui venait de terminer un repas hautement satisfaisant. L'anxiété écrasante et suffocante qui me paralysait autrefois chaque fois que j'étais dans la même pièce que mes parents toxiques avait entièrement disparu, complètement remplacée par un vaste océan profond de paix inébranlable. J'étais entré dans cet immeuble comme le fantôme du bouc émissaire familial. Mais je sortais comme l'architecte indéniable de leur destruction ultime, et cela semblait absolument magnifique. J'ai poussé à travers les portes tournantes en verre brillantes à l'entrée avant de l'hôtel et je suis sorti dans la nuit fraîche et craquante d'Atlanta. L'orage violent qui avait balayé la ville il y a 24 heures, la même pluie glaciale dans laquelle il m'avait joyeusement jeté, était complètement passé. Le ciel au-dessus du skyline imposant était maintenant parfaitement clair, et le pavé glissant et mouillé du rond-point du voiturier reflétait les lumières vives et éclatantes de la ville comme un miroir sombre massif. L'air craquant a rempli mes poumons, ayant un goût incroyablement frais et entièrement dépourvu du parfum toxique suffocant des élites de société que je venais de détruire. Mon chauffeur était déjà debout près du trottoir, tenant la portière arrière de la Mercedes Maybach noire sur mesure grande ouverte pour moi. Le voiturier de l'hôtel s'est précipité en avant, essayant d'offrir son assistance, mais mon détail de sécurité personnelle les a doucement écartés d'un geste, s'assurant que j'avais un chemin absolument clair vers le véhicule de luxe. Je suis entré dans la cabine spacieuse, m'enfonçant dans les sièges en cuir crème incroyablement doux et chauffés. Mon avocat principal m'a donné un bref hochement de tête respectueux avant de se diriger vers le SUV noir élégant garé directement derrière ma voiture, emportant l'avis d'expulsion signé et les mandats de saisie d'actifs avec lui pour commencer les exécutions légales finales. La lourde portière de la Maybach s'est refermée avec un bruit sourd solide et réconfortant, me scellant complètement à l'intérieur de ma propre forteresse privée, impénétrable de richesse et de sécurité. La cloison insonorisée était déjà levée, me fournissant une isolation totale. J'ai appuyé ma tête en arrière contre l'appui-tête moelleux, tournant mon visage vers la vitre teintée. Les lumières néons du district financier de Buckhead ont balayé ma peau, peignant mon reflet dans des nuances alternées d'or et de cramoisi profond. Je suis resté assise là dans le calme parfait, attendant la piqûre lourde et familière de la culpabilité familiale s'insinuer dans ma poitrine, mais elle n'est jamais venue. Il n'y avait aucun remords pour avoir expulsé mes parents ou avoir mis en faillite mon arrogant beau-frère. Il n'y avait que la sensation physique profonde et stupéfiante d'un fardeau de 31 ans enfin soulevé de mes épaules fatiguées. Les décennies de manipulation émotionnelle profonde, les comparaisons constantes et agonisantes à ma sœur dorée, la lutte désespérée et incessante pour gagner l'approbation d'un père qui ne me voyait que comme un échec. Tout cela s'est simplement évaporé dans l'air frais de la nuit. J'étais complètement et totalement libre du poids écrasant de leur fausse excellence noire. Et je ne m'étais jamais senti plus légère de toute ma vie. J'ai regardé le reflet de mon propre visage calme et satisfait dans le verre sombre du véhicule de luxe,
complètement en paix avec la dévastation absolue que je venais de déchaîner sur les personnes qui partageaient mon sang. J'ai appuyé sur le bouton de l'interphone connectant à la cabine avant de la voiture silencieuse en attente. « Ramène-moi à la maison », ai-je instruit mon chauffeur, ma voix parfaitement douce et portant le poids sans effort de la victoire totale. Le moteur puissant de la Maybach a ronronné doucement, incroyablement silencieux, mais indéniablement dominant, pendant que la longue voiture noire s'éloignait doucement du trottoir et se fondait dans la circulation lumineuse d'Atlanta, laissant l'hôtel de luxe et les restes brisés de la famille Williams entièrement derrière moi. Juste au moment où la voiture s'est engagée sur l'autoroute, le smartphone crypté reposant sur le siège en cuir vide à côté de moi a commencé à vibrer agressivement. Le bourdonnement sec et incessant a traversé le profond silence de la cabine. L'écran sombre s'est soudain illuminé, projetant une lumière brillante et dure sur le cuir crème doux. J'ai baissé les yeux et regardé les notifications commencer à s'empiler rapidement sur l'affichage verrouillé, arrivant à un rythme frénétique et désespéré. L'écran a clignoté violemment avec un flux continu de noms familiers illuminant l'intérieur sombre de la voiture. Alia, Harrison, Valérie, Connor. Les suppliques avaient officiellement commencé. Le lendemain matin est arrivé avec une clarté brillante et aveuglante qui semblait balayer des décennies de smog toxique lourd. La lumière dorée du soleil a coulé généreusement à travers les immenses fenêtres du sol au plafond de mon penthouse à Buckhead, illuminant le mobilier moderne élégant et projetant de longues ombres élégantes sur les sols en bois dur impeccable. La ville d'Atlanta s'étendait infiniment sous moi, complètement inconsciente du changement sismique absolu qui s'était produit au sein de ces cercles sociaux élites seulement quelques heures plus tôt. Je me suis réveillé naturellement sans le son dur et saccadé d'une alarme, sentant une paix profonde et enracinée rayonner à travers chaque fibre de mon être. L'anxiété lourde et écrasante qui accompagnait habituellement mes matinées. La peur profondément ancrée de ne pas être assez, d'échouer à répondre aux normes impossibles de Harrison ou aux métriques sociales superficielles de Valérie s'était complètement évaporée dans l'air frais du matin. Je suis sorti des draps en soie luxueux de mon lit king size, enveloppant une robe en cachemire moelleuse étroitement autour de mes épaules. Mes pieds nus se sont déplacés silencieusement sur le marbre frais de la salle de bain principale et sont sortis dans la cuisine ouverte spacieuse. J'ai marché avec la grâce mesurée d'une femme qui avait enfin repris possession de son existence entière. J'ai appuyé sur un bouton caché sur la console domotique et les mélodies douces et complexes d'une suite pour violoncelle de Bach ont commencé à dériver doucement des haut-parleurs surround cachés. La musique riche et complexe a rempli l'espace calme et caverneux, créant une atmosphère parfaite de tranquillité absolue et intouchable. J'ai marché jusqu'à l'îlot de cuisine sur mesure et j'ai commencé le processus précis et méthodique de préparation d'un café par infusion. J'ai mesuré les grains torréfiés sombre chair avec des mouvements exacts et soigneux, les moulant parfaitement avant de verser lentement l'eau chaude fumante sur les grains frais en une spirale lente et hypnotisante. L'arôme riche et sombre du café a fleuri dans le penthouse calme, se mélangeant parfaitement à la musique classique résonnant contre les murs en verre. Je suis resté là simplement à respirer le matin, regardant le liquide sombre couler lentement dans ma tasse en céramique préférée, complètement présente dans la belle réalité sereine que j'avais construite de mes propres mains. C'était un matin de triomphe pur et non dilué, une célébration calme de mon indépendance durement gagnée et de ma liberté totale de leur emprise suffocante. J'ai pris la tasse en céramique, laissant la chaleur réconfortante s'infiltrer dans mes paumes, et j'ai enfin marché jusqu'au canapé en velours où j'avais négligemment jeté mon smartphone crypté la nuit précédente. L'appareil gisait là silencieusement, son écran sombre cachant le chaos frénétique et désespéré des personnes que je venais de ruiner. J'ai tapé sur l'écran, et l'affichage s'est immédiatement illuminé, illuminant l'ampleur pure de leur panique absolue. Une bulle de notification rouge brillante flottait agressivement au-dessus de mon journal d'appels, affichant le nombre stupéfiant 57. 57 appels manqués des personnes exactes qui avaient pratiquement ri en me poussant sous un orage glacial il y a seulement quelques jours. Les noms s'empilaient sur l'écran lumineux dans un motif continu et désespéré. Harrison, Valérie, Alia, Connor, et même quelques appels paniqués de tante Brenda, qui était clairement terrifiée d'être incluse dans l'abattage financier. J'ai tapé sur l'icône de la messagerie vocale et sélectionné le message le plus récent laissé par ma mère Valérie, seulement 3 heures plus tôt, au cœur de la nuit. Sa voix a crépité à travers le haut-parleur du téléphone, épaisse de sanglots lourds et dramatiques et du son indéniable de terreur pure et suffocante. Sienna, s'il te plaît décroche le téléphone. Valérie a pleuré, sa voix dépouillée de toute son arrogance polie habituelle du country club. Tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux pas prendre la maison, Sienna. Nous sommes ta famille. Le sang est plus épais que l'eau. Tu dois te souvenir de ça.
Elle a continué à divaguer hystériquement sur le pardon et comment Dieu nous commande d'honorer nos parents complètement, ignorant les décennies d'abus émotionnels profonds auxquels elle avait activement participé. Elle a pleuré sur comment ses amis à l'église ne la regarderaient plus jamais de la même façon, prouvant que même dans son moment le plus sombre, sa plus grande peur était de perdre sa fausse réputation. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille, regardant l'écran pendant qu'une notification pour un nouveau message texte apparaissait d'Alia. L'enfant doré essayait déjà désespérément de sauver sa propre peau en se retournant violemment contre son mari broker en finance blanc. Sienna, c'est entièrement la faute de Connor. Alia a tapé, ces mots empestant une autopréservation pathétique et désespérée. Il m'a menti sur tout. Il a caché les dettes. Et je n'avais absolument aucune idée qu'il escroquait maman et papa. Je le jure. S'il te plaît, ne prends pas mes voitures. S'il te plaît, Sienna, je suis ta petite sœur. Je le divorcerai aujourd'hui si tu arrêtes juste la saisie d'actifs et me donnes une allocation mensuelle. J'ai lu le message texte frénétique et pathétique de la sœur qui venait juste de me dire que je n'appartenais pas à la haute société. Et j'ai réalisé quelque chose d'incroyablement profond. Je ne ressentais absolument rien pour aucun d'eux. La colère viscérale profonde qui avait alimenté ma montée silencieuse au pouvoir. Le chagrin persistant d'être le bouc émissaire non aimé. L'espoir désespéré persistant qu'il pourrait un jour voir ma vraie valeur. Tout cela avait complètement disparu. Leurs larmes, leurs suppliques, leurs tentatives désespérées de manipuler mes émotions en utilisant l'illusion toxique de la loyauté familiale, tombaient entièrement à plat contre l'armure absolue de mon indifférence. Ils n'étaient rien de plus que des étrangers pour moi maintenant. Des étrangers pathétiques se noyant dans les conséquences de leur propre vanité suprême. Je n'ai même pas pris la peine d'écouter le reste des pleurs hystériques de Valérie ou des promesses égoïstes d'Alia. J'ai appuyé sur le bouton supprimer, effaçant ces excuses fausses et désespérées de mon appareil de manière permanente sans même finir le fichier audio. J'ai mis en surbrillance toute la liste des 57 appels manqués et j'ai effacé le journal sans une seule seconde d'hésitation, effaçant leur panique de ma vie. La musique classique a continué à jouer doucement en arrière-plan pendant que je prenais une lente et satisfaisante gorgée de mon café sombre, sentant la chaleur se répandre dans ma poitrine. J'ai tapé sur l'écran une dernière fois, ouvrant l'application Instagram. Il était temps de boucler la boucle. J'ai posé ma tasse en céramique de café sur l'îlot en marbre froid, regardant le liquide sombre onduler légèrement du mouvement. J'ai tendu la main et pris mon smartphone crypté, déverrouillant l'écran avec un balayage rapide et sans effort. Le centre de notification était un cimetière chaotique absolu d'ego brisé et de fierté en miettes. 57 appels manqués empilés dans une colonne rouge brillante, représentant des heures de numérotation frénétique et incessante. J'ai fait défiler lentement les journaux, lisant la chronologie de leur descente totale dans la folie. Harrison avait appelé en premier, ses messages vocaux initiaux dégoulinant de son autorité agressive habituelle, exigeant que je réponde au téléphone et que je répare l'embarras public que j'avais causé. Mais pendant que la nuit avançait et que la réalité de son expulsion imminente s'installait, son ton avait violemment basculé en supplique pathétique et tremblante. Il avait laissé des messages vocaux offrant de négocier son propre départ, me suppliant de ne pas l'humilier devant ses anciens collègues de banque. Valérie avait envoyé un mur stupéfiant de messages textes s'appuyant lourdement sur la culpabilité religieuse et la manipulation maternelle, me suppliant de me souvenir de la Bible et d'honorer mes parents complètement. Ignorant le fait qu'elle m'avait jeté sous une tempête glaciale seulement 5 jours plus tôt. Puis sont venus les messages d'Alia, un bel affichage poétique de trahison absolue. Ma sœur dorée avait envoyé plus de 20 messages textes rapides, jetant entièrement son mari broker en finance blanc sous le bus. Elle a tapé frénétiquement que Connor était un fraudeur complet, qu'il l'avait manipulé dans un mariage faux, et qu'elle était prête à demander le divorce ce matin même si je la laissais juste rester dans le manoir ancestral et garder ses voitures de designer. Et juste au bas de la pile de notifications se trouvait une chaîne de messages profondément humiliés de traits. L'ex-petit ami arrogant qui avait ri de mon supposé sans-abrisme était maintenant à genoux numériquement, suppliant pour une deuxième chance de pitcher sa start-up en faillite, me suppliant de ne pas déclencher l'audit de la SEC qui garantirait sa peine de prison fédérale. J'ai regardé cette mosaïque numérique massive de leur terreur absolue. Je n'ai pas ressenti une once d'empathie ou de loyauté familiale persistante. J'ai simplement appuyé sur les boutons latéraux de mon appareil, capturant des captures d'écran haute définition impeccables de chaque message de supplique pathétique et de chaque journal d'appel manqué désespéré. J'ai documenté leur effondrement paniqué entier, préservant leur humiliation ultime avec une précision mécanique froide.
Les personnes qui avaient ri de mes bagages prêts pleuraient maintenant dans ma boîte de réception, et j'allais m'assurer que toute la ville d'Atlanta sache exactement ce qui s'était passé. J'ai ouvert l'application Instagram, l'interface brillante luisant contre le décor moderne de mon Pentouse calme. La même plateforme numérique qu'ils avaient utilisée comme arme pour exécuter publiquement mon caractère il y a seulement 5 courts jours reposait maintenant fermement dans mes mains, chargée de l'artillerie lourde de leur propre destruction. J'ai tapé sur l'icône de l'appareil photo pour créer une nouvelle story, sélectionnant la galerie de capture d'écran que je venais de capturer. J'ai soigneusement arrangé les images sur l'écran, superposant les textes de suppliques pathétiques de Harrison avec la trahison désespérée d'Aliyah de son mari, créant un beau et indéniable collage de leur abattage financier et social complet. Juste au centre de l'écran, j'ai placé la liste massive des 57 appels manqués, mettant en évidence le volume pathétique pur de leur panique. J'ai tapé sur l'outil texte, le curseur clignotant régulièrement sur la preuve de leur ruine. Je n'ai pas tapé une diatribe en colère ou un paragraphe défensif. Je n'avais pas besoin d'expliquer les acquisitions complexes de capital investissement privé ou les expulsions légales au grand public. Le silence et les captures d'écran parlaient bien plus fort que toute explication ne pourrait jamais le faire. J'ai simplement tapé une seule phrase brutale qui reflétait exactement la légende cruelle qu'Aliyah avait utilisée pour se moquer de mon départ. La sangsue de 31 ans est occupée aujourd'hui. Veuillez laisser un message après le bip. Les mots étaient là, nets et mortels, un cercle poétique parfait de justice absolue. Puis je suis passé à la fonction de tagging, m'assurant qu'il n'y avait absolument aucune échappatoire au rayon de cette humiliation publique. J'ai tapé un handle, l'alliant directement à la publication. J'ai tapé le handle de Connor, m'assurant que ses amis finance faux restants verraient les messages textes de sa femme le jetant au loup. J'ai tapé le handle de Trey afin que tous les investisseurs tech auxquels il s'était vanté le voient supplier la femme qu'il avait qualifiée de sans ambition. Et enfin, j'ai tapé le handle de tante Brenda, m'assurant que la plus grande commère de la famille soit fermement liée au naufrage public du navire Williams. J'ai jeté un dernier regard sur le chef-d'œuvre numérique. Il était brut, impeccable et entièrement dévastateur. Sans une seule seconde d'hésitation, j'ai appuyé sur le bouton publier. L'anneau de téléchargement a tourné pendant un bref moment avant que la story ne passe en direct, explosant dans les flux numériques du cercle élite d'Atlanta exact qui avait joyeusement ri à mes dépens plus tôt cette semaine. Je suis resté assise là à regarder les métriques de vue commencer à grimper presque instantanément. En quelques secondes, les chiffres ont explosé pendant que les dames d'église riches, les politiciens éminents et les socialites locales ouvraient la notification et haletaient devant le renversement stupéfiant de fortune. La façade soigneusement construite d'excellence noire, l'image impeccable et intouchable de l'héritage de la famille Williams a été instantanément incinérée dans la lumière aveuglante de la vérité. Leurs amis du country club lisaient maintenant Aliyah suppliant d'abandonner son mari pour sauver ses voitures. Ils lisaient Harrison suppliant sa fille précédemment reniée de ne pas prendre son manoir. Le récit était définitivement et violemment altéré. Les pasteurs méga-églises élites, les membres du conseil du country club, les organisateurs de galas de charité, chaque personne qui avait loué le poste d'amour dur de Valérie fixait maintenant la preuve indéniable que la famille Williams était une fraude complète et totale. Il n'y avait aucun retour possible de ce niveau d'exécution sociale publique. Ils avaient voulu utiliser Internet pour faire de moi une risée, et je venais juste de l'utiliser pour cimenter définitivement leur héritage comme les fraudeurs les plus pathétiques de toute la ville. J'ai navigué vers les paramètres de profil, passant à travers les menus numériques avec une finalité glaciale absolue. J'ai ouvert le profil de Valérie, ignorant les photos brillantes et fausses de ses déjeuners de charité récents, et j'ai fermement appuyé sur le bouton rouge bloqué, confirmant l'action sans un seul clignement d'œil. J'ai passé au profil de Harrison, coupant la connexion à l'homme qui avait jeté un billet de $100 froissé sur ma poitrine. Bloqué. J'ai ouvert la page d'Aliyah, réduisant au silence la sœur dorée qui avait moqué mes larmes. Bloqué. J'ai effacé Connor, Trey et tante Brenda en succession rapide, coupant leurs lignes de vie numérique et les verrouillant définitivement hors de mon univers. J'ai balayé vers le bas sur mon panneau de contrôle et j'ai basculé le téléphone en mode ne pas déranger absolu, réduisant l'appareil au silence complet. J'ai jeté le smartphone et les gants face contre le comptoir en marbre froid, rompant entièrement ma connexion au désert toxique de mon ancienne famille. Les chaînes lourdes et suffocantes des 31 dernières années se sont dissoutes complètement, laissant derrière elles un vide expansif et brillant de potentiel illimité. J'ai pris ma tasse en céramique et j'ai tourné le dos à la cuisine, marchant lentement vers les immenses fenêtres panoramiques du Pentouse. Le soleil du matin a baigné mon visage d'une lumière dorée chaude,
projetant une lueur radieuse sur le skyline étendu d'Atlanta s'étendant sans fin sous moi. J'ai pris une longue et lente gorgée du café riche et sombre, laissant les saveurs complexes se poser sur ma langue pendant qu'un sourire sincère et profond se répandait enfin sur mon visage. La victoire était absolue. La fermeture était permanente, et le silence profond de mon appartement de luxe était le son le plus beau que j'avais jamais entendu. Je suis allé à mon bureau en verre moderne et j'ai ouvert doucement mon ordinateur portable élégant, l'écran s'allumant avec les graphiques et tableaux nets d'une toute nouvelle analyse de marché mondial. Une nouvelle cible d'acquisition de plusieurs millions de dollars attendait mon approbation exécutive. Le passé était complètement mort et l'avenir m'appartenait entièrement. La leçon la plus profonde de ce voyage est que ta vraie valeur n'est jamais définie par les personnes qui te sous-estiment constamment. Quand des membres toxiques de la famille essaient de rétrécir ton existence pour qu'elle s'adapte à leur récit fragile, la victoire ultime ne se trouve pas dans des cris ou des explications larmoyantes. Elle se trouve dans une exécution silencieuse et implacable. Construire ton propre empire te donne le pouvoir ultime de choix. S'éloigner de personnes qui n'aiment que conditionnellement n'est pas un échec. C'est la forme la plus élevée de respect de soi. La vraie libération arrive quand tu arrêtes de supplier pour un siège à leur table et que tu achètes tout l'immeuble à la place. Partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin du courage de s'éloigner de la toxicité et de commencer à construire son propre empire aujourd'hui.